On s'entend très très bien avec Emmanuel et on se laisse libre cours. Et donc là aussi, on a même été jusqu'à improviser. C'est-à-dire que moi, je vois le texte écrit, mais j'en rajoute à ma sauce. Parce que comme le personnage est complètement fou et délirant, je pouvais... Et là, ils ont accepté dans cette série même des grossièretés, tu vois. Oui. Alors, je ne me suis pas manqué d'en mettre quelquefois. Bon, c'est bien, ça me permet comme ça dans la vie d'en dire moins. Je me lâche. Voilà, je me ça lâche. exorcise. En un mot, superbe. Superbe personne, superbe carrière, superbe épisode qui a gentiment bousculé ma façon de faire mais d'une élégance toute à son image. Lui, c'est Guy Chapelier, l'interprète de Kit, le bolide de K2000, de Sam Beckett dans Code Quantum, de Futé, le beau parleur de l'agence Tourisque, de Paul Atreides dans Dune de David Lynch, de Hawk, le pilote de Supercopter, de l'agent 007 dans Permis de tuer, de Krycek dans X-Files, de l'agent Mahone dans Prison Break, de Hades dans Hercule, de Roger et Klaus dans American Dad, du Codex dans Mass Effect et de Quincy Sharp dans les Batman Arkham et beaucoup d'autres. Guy Chapelier, c'est l'élégance à l'anglaise, le charme tranquille et la voix de velours des playboys du New York de la Belle Époque, une partition de jazz sur un arrangement de musique classique. Et surtout, une personne qui se fait bien trop rare et qui m'a accordé un grand privilège que je vous convie à partager. Dans mes souvenirs, la première évocation de ta voix se fait sur K2000, l'agence Tourisque et Supercopter, des séries américaines qui ont rythmé mon enfance dans des personnages bourrés de personnalité. Tu passes donc d'une voiture, Kit, le bolide de Michael Knight, à un hélicoptère, enfin son pilote plus précisément, en passant par le beau gosse d'une bande de fous furieux menée par Dominique Paturel et son Hannibal. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Tu te rappelais celle-là? Alors, c'était le gimmick, c'était la phrase signature. Exactement, c'était chouette, mais je crois lui avoir fait dire la fois alors, où j'ai si je travaillé peux te dire que là, c'est un des plus beaux souvenirs parce que c'était une équipe de fous furieux. Hein. Non, mais... Henri Djanik Ouais. dans Mr. T, Patu. Génial. Et puis l'Axe. Et puis Francis dans le dingo, là. Looping. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser, qu'est-ce qu'on a pu rire. C'était à chaque rendez-vous, c'était. Moi, je partais en me disant, on va passer une journée, on déjeunait ensemble évidemment. Il y avait Catherine Lafont aussi qui faisait, Ah oui. qui était avec nous. C'était la colonie de vacances, enfin, c'était. De récréation. Et puis travailler avec des gens qui ont un tel métier, ça t'apprend tout. Moi, j'ai tout appris avec eux. Ouais. Ce que j'aimais, moi, dans ces séries, c'est qu'elles étaient sans concession. Du fun et de la niaiserie kitsch parfaitement assumée. Complètement. D'ailleurs, il n'y a jamais une goutte de sang là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Il se tire dessus. Il n'y a jamais un mort. C'est vrai. Et à l'époque, on est au cœur d'une décennie faux-folle. Est-ce que tu te rappelles l'état d'esprit dans lequel vous abordiez tous ces produits? Au premier degré ou déjà en vous disant c'est un grand n'importe quoi, chic, amusons-nous? Exactement. C'était ça? C'était ça. Bah oui, parce que c'est à peu près qu'on joue aux cow-boys aux Indiens quand t'es petit, quoi. C'est ça. On dirait qu'on serait, tu vois. Hein, Mr. T, c'était quand même une caricature. C'était totalement ça. Looping, c'était aussi une caricature, complètement fou furieux. Le mien dans le côté aussi. Beau parleur. Beau parleur, tu vois. C'est pas toi qui avais le plus de lignage, parce qu'à force de raconter, tu vois, d'essayer toujours d'entourlouper les gens. On s'en foutait de ça, on s'en foutait. Ouais. Ouais, parce que non, c'était assez partagé dans l'ensemble. Okay. C'est vrai que c'est lui qui allait quelquefois à la pêche pour résoudre les problèmes, pour baratiner. Exactement. Donc peut-être, mais je me souviens même pas de ça, quoi. C'est ce que je me souviens, si tu veux, de ce rendez-vous régulier qu'on avait. C'était genre une fois par semaine. C'était le bonheur à chaque fois, quoi. Tu venais en bar, tu disais chic. Et tu te rappelles où tu faisais ça? On faisait ça chez Ville, mais c'était... on faisait ça à Synchro Mondial. Ça s'appelait Synchro Mondial à l'époque. Et le DA? C'était chez Jean-Pierre Stemmer, qui était le patron de Synchro Mondial, qui était un être remarquable. J'ai beaucoup travaillé avec lui, d'ailleurs. Adorable, très intelligent, très, très fin, très... Donc, une super beaucoup équipe. de séries. Je crois que c'était Belisario à l'époque, toutes ces séries. Supercopter, ça a été chez lui.
Shérif, non, ça, c'était pas chez lui, c'était SND, ça. Moi, j'ai fait énormément. Code Quantum, c'était chez lui aussi, tu vois. Moi, il me mettait sur toutes les séries à l'époque. J'ai eu beaucoup de chance, là. Il m'a énormément gâté. J'ai même dirigé chez lui. Ah ouais. J'ai dirigé des plateaux, puis après, je me suis dit, non, c'est pas mon métier, ça me... T'en as fait combien ? Tu t'en rappelles ? Quelquefois, il me l'a demandé sur pas mal de séries où j'ai eu la chance de... Même des Colombos. Ah ouais. J'ai dirigé quelques Colombos avec Serge. Alors ça, c'était... Enfin, je dirigeais rien, parce que tu diriges pas Serge Sauvion. Tu écoutes ce qu'il fait, et puis t'es tout petit, et puis tu regardes, et puis t'apprends, parce qu'il était étonnant, quoi. J'ai des souvenirs de... J'avais remarqué un truc à un moment chez Serge. Moi, j'étais là... Je cochais les boucles, je me disais, c'est bon, qu'est-ce que je veux... Oui, c'est lui qui a tout à m'apprendre, c'est pas... C'est ça, t'étais en cours. Et j'avais remarqué un truc, c'est que souvent, il mettait sa main comme ça, quand il jouait. Ok. Et effectivement, ça te permet d'avoir un retour à l'oreille Voilà. qui te permet de timbrer. J'ai appris avec ces gens-là des tas de trucs comme ça. Certains chanteurs font ça, tu vois. Quand tu mets ça, ta main est en résonance et te permet de mieux timbrer ou de te sentir quelle est la vibration que tu fais. Wow. Et Serge, c'était merveilleux ce qu'il faisait dans Colombo. Oui. C'est extraordinaire. Avec cette technique, tous les ingés doivent pas être votre copain. Tout le monde peut pas. C'était son truc à lui, mais du coup, je me suis dit, pourquoi il fait ça ? Je regardais, tu vois. Je regardais jouer parce que je le trouvais étonnant. Et tu lui demandais pas ? Non, j'ai regardé, mais tiens. Puis il y en a d'autres, tu regardes comment ils font, puis tu te dis, ah, mais il a raison. Quand tu voyais, j'aimais beaucoup Jacques Thébault. Bon, pour Jacques, pour moi, c'est pareil. J'ai appris mon métier avec lui. Jacques, c'était la voix de Steve McQueen. Jacques, c'était extraordinaire. Il faisait rien. Il était au micro, à la barre, il bougeait pas. Il se passait rien. Et puis, quand tu entendais ce qui sortait, tu te dis, mais... Tout est subtil. Comment il fait ? Où il va chercher tout ça ? Ouais. Et tout y était. Alors que tu vois quelquefois des comédiens qui bougent dans tous les sens, qui s'articulent pour sortir des trucs, il n'y a pas besoin de ça. Sauf quand le personnage court, tu es bien un petit peu obligé bien sûr, pour mettre de trouver un essoufflement et de le créer artificiellement. Mais sinon... Ouais, d'accord. C'est pareil. La précision des grands. Philippe Dumas. Bien sûr. Philippe Dumas, pour moi, c'est Roger Carrel. J'ai eu la chance, j'ai appris ce métier avec ces gens-là. Ouais. Claude Bertrand. Des maîtres. Hein. Jean-Claude Michel, voilà. Et ces gens-là, ils étaient au théâtre, au cinéma, à la télé, à la radio. Ils faisaient le métier globalement, si tu veux. Oui. Le doublage faisait partie de l'activité du comédien. Alors que maintenant, il y a beaucoup de gens qui snobent certaines branches. Ou qui ne font que du doublage, qui arrivent là-dedans, ils n'ont rien fait. Ouais. Et c'est dommage, parce que c'est d'abord jouer la comédie. Après le doublage, il y a une technique à attraper, parce qu'il s'agit de lire un texte en place, mais il ne s'agit pas de le lire, il s'agit de le jouer. Donc il faut être rompu à la lecture, pour lire très vite, et puis être à l'image tout le temps, voir ce qui se passe, pour être dans le rythme du personnage. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque ? Mais j'ai pas de voix, alors. Là, rapproche-toi. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle est cassée. Aujourd'hui, j'ai dû m'égosiller ou j'ai dû attraper froid. Peut-être les deux. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque à un comédien qui fait que du doublage uniquement ? Le jeu, la sincérité. Il fait de la lecture. C'est pas un métier doubleur. C'est un des aspects de notre métier. On apprend au théâtre. On apprend à jouer la comédie dans des cours. On apprend au théâtre, éventuellement au tournage. Encore que c'est particulier, le cinéma, c'est pareil, parce que... C'est séquencé. C'est autre chose, c'est séquencé, ça dépend de l'objectif, ça dépend si tu es serré, pas serré, etc. Le vrai métier, c'est le théâtre, c'est la scène. Et tu l'apprends dans des cours, donc en tant que jeune comédien. Moi, j'ai commencé trop tard pour faire le conservatoire ou pour faire des trucs comme ça, mais j'ai appris mon métier avec des professeurs de théâtre. À l'époque, c'était une balle à Chauvat, j'étais tout le temps fourré. Bernadette Lange, j'ai fait des stages chez Woodsina, j'ai fait un certain nombre de trucs comme ça. C'est là que tu apprends ton métier. Après, tu le mets en pratique, éventuellement devant un micro, donc à la radio. La radio, moi j'ai adoré la radio. Toutes les émissions de radio où il y a beaucoup de comédiens du français qui sont à la radio. La Radio France utilise beaucoup de comédiens. Dans quel contexte tu as fait de la radio ? Par exemple, la Tribune de l'Histoire.
Ouais. Decaux Castelot, quand même, c'était des textes formidables, des moments de l'histoire, et on se retrouvait tous ces comédiens qui jouaient au théâtre le soir et qui faisaient de la radio dans la journée, ou qui faisaient du doublage. Alors, effectivement, tu apprends à moduler ta voix parce que tu es face à un micro. Donc, tu ne vas pas jouer en portant très fort comme au théâtre parce qu'il faut que ça aille jusqu'au fauteuil du fond. Mais le jeu, tu l'as appris dans les cours ou tu l'as appris au théâtre en jouant un personnage. Et c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi on n'apprendrait pas notre métier je m'inclus, mais pas du tout. Je ne suis pas du tout comédien, mais pourquoi on ne pourrait pas apprendre le métier de comédien à la barre ? Encore une fois, trop sur la lecture, trop sur la technique. Je pense que oui, instinctivement, quelqu'un qui va commencer par ça, d'abord, il va être coincé par une bande rythmo qui se dit « il faut que je la lise vite et bien », donc il est dans le déchiffrage de la bande. Il n'a pas... Et il va écouter une musique donnée par le comédien qui double. D'origine, ouais. Et il va faire sa sauce à lui. Et en fait... c'est pas tout à fait ça. Il faut être libéré de la lecture déjà. Donc ça, c'est une chose. Moi, quand on me posait la question, je disais, il y a une bonne chose qui peut vous aider, c'est d'apprendre la lecture rapide. La lecture rapide, ça consiste à avoir lu toute la phrase avant qu'elle arrive. Les musiciens font ça. Quand ils sont en train de jouer un morceau, ils sont déjà 5 ou 6 mesures plus loin. Oui. Ils ont vu le morceau, tu vois. Comme un joueur d'échecs. Oui. Or, tu vois une phrase qui arrive, si tu la lis, normalement, tu dois être synchrone par rapport à la barre. Si tu la lis par rapport à la barre, bah, tu vas être dans un je dirais, un b.a.-ba. Il faut anticiper. Il faut anticiper, donc il faut avoir lu ce qui se passe et ce que tu vas dire. Tu es déjà en retard sur l'intention Tu es déjà part. en retard sur l'intention. Même si tu as vu la scène une fois, tu es en train de la lire. Non. À la limite, il faut presque avoir une espèce de mémoire immédiate et instinctive. C'est-à-dire, la phrase arrive, tu la sais. Et du coup, tu es à l'image. Tu lis plus. Alors, quand tu as des grands tunnels et que ça n'arrête pas, évidemment, avec l'œil, on va à la pêche pour rechoper dans la phrase 2 ou 3 mots pour être dedans. Mais même si on ne dit pas le mot exact, comme on a eu le sens de ce qu'on dit, instinctivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a d'autres mots qui nous viennent et qui sont les mots qu'on utiliserait normalement dans le langage parlé. Le cerveau trouve une substitution exactement. Qui est souvent meilleure que la proposition de l'auteur. Oui, parce que quelquefois, les auteurs ne sont pas comédiens et ils sont simplement... et ils ne pensent pas que c'est un texte qui doit être joué. Oui. Ils nous écrivent un texte qui est fait pour être lu. Mais non. Oui, c'est pas la même chose. C'est de la comédie. C'est pour ça qu'il faut commencer. Alors après, parce que la technique, elle s'apprend vite. Apprendre à faire de la lecture rapide, c'est vite fait. Apprendre à monter à l'image, c'est vite fait. Apprendre à rester stable par rapport à un micro, c'est vite fait. Autrefois, on faisait quelquefois les plans, tu sais, quand on doit parler fort, on se reculait parce qu'on savait que la pastille du micro allait péter. Saturé, donc, si on sait qu'on va pousser une gueulante, on recule un peu. Mais maintenant, c'est l'ingénieur qui se débrouille avec les boutons. Qui se règle, qui voit le truc venir. Tac. Oui, il le sait. Mais en même temps, voilà. Moi, je vois quelquefois des comédiens qui, c'est marrant, c'est pour ça ceux-là, ils ne sont pas tout à fait comédiens. C'est ceux qui ont fait trop, que du doublage ou pas assez. Ils sont là avec leur corps. Et je vois les pauvres ingénieurs du son qui sont là, qui sont obligés de corriger avec les potards. Bien sûr. Pour, tu vois. Mais non, tu dois rester en place parce que tu es dedans. Ton personnage, tu es en train de le jouer. Même si tu bouges un peu dans le mouvement, tu ne vas pas pomper pour aller envoyer dans un micro. Le micro, il s'en fout. Il reçoit de toute façon ce que tu lui dis. Comment tu mets du mouvement alors que tu restes statique ? Tu le vis intérieurement. Donc déjà, tu peux parler vite, tu peux être nerveux, il y a un rythme. Quelqu'un qui donne du mouvement dans une phrase, c'est dans la rapidité du souffle, c'est dans même si tu es essoufflé, tu peux le créer artificiellement comme ça. T'as pas besoin de courir, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est moi, je peux en parler d'autant que moi, quand j'ai commencé à faire du doublage, j'y allais un peu reculons. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas attiré par ça. J'ai eu la chance au départ de tourner très très vite, de faire des trucs à la télé. Puis je me disais, ça y est, c'est parti, mon métier de comédien, ça marche. Et puis, comme tout le monde,
Quand une pièce est finie, on n'en a pas forcément une autre derrière. Quand un tournage est fini, on n'en a pas forcément un autre derrière. Et puis on fait 1 ou 2 castings, on n'est pas pris. Et là, on commence à se dire, ah ouais, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Et donc là... C'était ça pour toi, un moyen de joindre les deux bouts? Voilà. On m'a mis le pied à l'étrier. Quelqu'un m'a un jour dit, mais c'était sur une post-synchro de toi-même. De moi-même. Je me post-synchronisais sur un film dans lequel j'avais tourné et où il fallait refaire le son parce qu'il y avait un avion qui était passé ce jour-là où il y avait je ne sais pas quoi. Bon. Et il m'avait dit, oh, mais tu devrais faire de la post-synchro. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? T'en avais sérieusement jamais entendu parler? Non. Honnêtement, en dehors de m'être post-synchronisé 2-3 fois, tu vois... J'avais pas capté ça, quoi. J'étais pas du tout là-dedans. T'avais pas vu Citizen Kane en français? J'avais pas réagi à ça. Que je savais pas que c'était un aspect du métier. Voilà. Ouais. Et donc, c'est comme ça, un comédien qui m'a mis... il s'appelait Jacques Chevalier à l'époque, qui était venu, lui, doubler quelque chose sur le film dans lequel j'étais. D'accord. Et donc, qui m'en avait parlé et qui m'a dit, oh, mais attends, je vais te présenter un tel et tout. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Voilà. J'y étais 1 fois, 2 fois, 3 fois... Et puis, au début, j'y allais en me disant... Oh. Et puis, petit à petit, j'ai vu que c'était une partie du métier passionnante. Parce que, si tu veux... Je suis navré, j'ai la voix blanche. Aucun problème. C'est une partie du métier qui est passionnante parce que quand on te dirige sur un film, on te dirige beaucoup avec ton physique. Moi, j'avais 25 ans, j'étais le jeune premier, on me mettait sur tel rôle, voilà. On ne te propose pas forcément... Et même dans la direction même du réalisateur, il va plus te dire « oriente-toi par là, parce que la lumière vient de par là. Regarde la personne qui marche off, tu vois, derrière l'écran, qui va de gauche à droite. » Donc c'est très dans le mouvement, effectivement. Ouais. Le théâtre t'offre plus de latitude, parce que tu peux composer, tu as des costumes, tu peux faire des choses. Bon. Ce que je trouvais formidable dans le doublage, tout d'un coup, je l'ai découvert au fur et à mesure, c'est qu'on me donnait des personnages qu'on m'aurait jamais donné à tourner. Je tournais des petits, des grands, des gros, des maigres, des méchants, des gentils, des ronds. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire, parce que du coup... Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. En dehors de la crédibilité, il faut que le thème de voix corresponde à peu près, tu vois. Mais tu as même des tranches d'âge dans lesquelles tu peux rentrer. Ouais, je me souviens d'un rôle sur lequel on m'avait distribué, c'était Jacqueline Porel, que j'aimais beaucoup, qui était une sacrée directrice, formidable directrice de plateau. De plateau, oui. Et elle m'avait distribué sur un film qui s'appelait Le Lagon Bleu. Oui. J'avais 35 ans à l'époque. Et le gamin, il avait 15 ans. Je dis, mais comment je vais faire? Et tu trouves? Il dit, bon, tu pars du principe que si elle t'a distribué là-dessus, c'est qu'elle pense que ça peut le faire. Donc tu fais confiance à la personne qui t'a dirigé, et puis tu essayes de trouver la jeunesse du personnage, même si toi, tu as 20 ans de plus. Alors, quelle a été ta clé? Tu regardes. Voix de tête? Pas forcément. J'aime pas truquer la voix, tu vois. Okay. Mais tu trouves... Dans Code Quantum, c'était ça. Et c'est ça que je trouvais passionnant dans ce personnage, c'est qu'à chaque fois, il se retrouvait dans la peau de quelqu'un d'autre. Oui. Et donc, il fallait que je trouve, sans truquer, quelque chose dans le jeu, plus que dans la voix. Ça pouvait être un petit peu dans la voix, mais pas trop, parce que tu peux truquer sur 3 lignes, sur un personnage qui rentre, qui ouvre la porte et qui dit 3 choses, mais sur un rôle entier... on va sentir que tu truques, que c'est faux. Donc il faut plus le trouver dans le rythme, dans la façon dont tu places ta voix, si c'est plus une voix de tête, plus une voix de poitrine, plus une voix de gorge. Donc c'est là où tout le travail qu'on fait en tant que comédien quand tu es dans des cours, où tu travailles sur le masque, tu travailles sur l'impro, ça t'apprend tout ça. Ce que ne t'apprend pas le doublage. Je vois. Donc tu viens avec un certain bagage quand tu as suivi des cours qui te permet de dire « Ah bah tiens, oui c'est vrai, il a plus une voix de poitrine. » J'ai vu des gros, par exemple, qui avaient des toutes petites voix. Des mecs très très gros, tu te dis ils vont avoir une grosse voix. Pas du tout. Et une petite voix de tête comme ça. Et puis par contre, j'ai vu des petits maigres qui avaient des voix basses, des voix de graves et tout. Donc il faut un petit peu quelquefois arriver à les suivre. Sans caricaturer, à se rapprocher un peu d'eux, tu vois. La première fois, quand j'ai fait Mr Bean, au départ, il ne parlait pas beaucoup, Mr Bean, c'était des gros homelots et tout. Mais quand même, je me suis dit, il a une voix beaucoup plus grave que moi. Donc il faut que j'essaye de m'aggraver un peu.
Et quelquefois, on te le demande. On dit, est-ce que tu peux t'aggraver un peu ? Donc, il faut arriver à être dans la limite où tu ne triches pas, mais où tu vas chercher dans tes graves quand même, plus que dans tes aigus, tu vois. Et sur un jeune, tu vas chercher une voix qui va être... Surtout, il avait 15 ans à l'époque, je crois, le garçon, tu vois. C'est une voix qui vient de muer, qui est encore... Alors, tu cherches des fragilités, et puis dans le jeu, il y a une dynamique, il y a quelque chose. Un type de 15 ans ne parle pas de la même manière qu'un type de 35 ans, forcément. Donc, c'est tout ça que j'ai découvert par le doublage et qui m'a passionné. Bien sûr, ouais, je comprends. Je me souviens, une de mes premières trouilles, c'était vraiment tout à fait au début, Roger Rudel m'invite, me fait venir sur un plateau, il me fait faire un essai, puis il était content, il me fait revenir la deuxième fois, et là, je vois le personnage et je fais « Oh mon Dieu !» Je disparais dans le fauteuil, tu vois. Pourquoi ? Quand je vois le personnage à l'écran... C'était pas du tout toi ? Yvan Rebroff. Tu vois qui c'est, Yvan Non. Rebroff ? C'est un chanteur de comédie musicale de l'époque, une espèce de baryton. De baryton, un master comme ça. Et moi, je suis là, je fais, mais il est fou de m'avoir mis là-dessus, je vais jamais le remplir. D'accord. Mais je vais jamais le remplir, mais c'est du suicide, pourquoi il me met là-dessus ? Tu vois, il faut trouver. Il faut que ce soit plausible. Alors, tu cherches, avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, c'est un petit peu toute cette cuisine que tu as apprise quand tu t'es frotté à l'exercice sur un plateau en scène, pendant les cours, avec les autres comédiens. Et aujourd'hui, est-ce que le résultat t'a plu ou te plaît encore ? Alors, le résultat, il n'est jamais plaisant, parce que quand tu rentres chez toi, tu te dis toujours « Oh merde, ça a été trop vite, j'aurais bien changé ça, j'aurais bien fait ça. » Toujours sur tous tes... Oh, ouais, pratiquement tout le temps. Ouais. Quelquefois, tu es content, tu te dis « Ah ouais, là, j'y suis arrivé. » Mais souvent, tu te fais... Parce que ça va vite, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, c'est vrai que d'avoir du métier, ça aide, parce que du coup, tu maîtrises la lecture, tu maîtrises le fait d'aller à l'image. Mais, pour t'avouer franchement, quand je sens que j'ai loupé un truc, je me plante. Je me plante volontairement pour être obligé de la refaire. Parce que je sais que... Ça te plaisait pas ? Ça ne me plaisait pas, et puis que si je demande à la refaire, il n'est pas impossible qu'on me dise « Non, c'était très bien. Ouais. » Je dis « Non, moi je sais que c'était pas très bien et que je peux mieux faire, et puis je vais te le prouver. » Alors, j'ai suffisamment de métier pour pouvoir le dire, pour pouvoir le demander à directeur artistique, il dit « Attends, je vais te la refaire parce que ça ne m'a pas plu. » Mais quelquefois, quand je sens qu'il est pressé et tout, je me plante volontairement pour être obligé de la refaire. Voilà, une petite méthode de vieux briscard. De tricheur, de vieux briscard. Tous les petites séries dont on a parlé des années 80 tout à l'heure, est-ce que tu arrives à dissocier chacune de ces œuvres, ou bien tout se bouscule dans ta tête pour toi parce qu'elles ont été faites plus ou moins en parallèle ? Donc il y avait... elles ont été faites les unes après les autres déjà, donc pas en même temps. Parce que chaque série arrivait l'une après l'autre. K2000, l'agence Tout Risque. C'était Shérif Fais-moi peur, ou Lou Shérif, comment elle s'appelait ? C'était une de mes premières séries avec un des deux jeunes des rôles principaux. C'était toi, Shérif Fais-moi peur ? Je me rappelle pas. Il y avait Patrick Fieri et moi, on faisait les deux jeunes. Il y avait Shérif Fais-moi peur, il y avait un autre qui s'appelait Cours après moi, Shérif. Mais ça, je ne sais plus quel était le nom. Ouais. Je ne sais pas si c'était le titre anglais, je crois que c'était Blazing Saddles. Ok. De mémoire, c'était il y a longtemps quand même. Il y avait un petit Parce que je ne suis pas un perdreau de l'année. Quand je te parle de ça, il y a bien 50 ans quand même. Ouais. Donc il y a des trucs que 40, j'ai oubliés. je dirais. 40. Te vieillis pas, Guy. Peut-être 40. Ouais. Peut-être 40, bon. Donc, mais donc, il y a des trucs que j'ai oubliés. Mais les séries, c'est rare qu'on en faisait... Elles s'échelonnaient, elles se suivaient, bien sûr. Donc, K2000, ça a été toute une période. Quand je te dis K2000, tu penses précisément à des souvenirs, l'équipe, l'ingé son qui t'enregistrait, tu penses l'équipe, Jean-Pierre, au départ, je me souviens, c'était Jean-Pierre Stemmer, toujours à Synchro Mondial, qui m'avait confié donc le rôle de Kit, et Yves-Marie, qui faisait le rôle de David Hasselhoff. Et il avait dit, il faut qu'on fasse une voix un petit peu métallique, un petit peu une voix
d'ordinateur et tout. Et elle dit à Jean-Pierre, non, Jean-Pierre, on va se planter si on fait ça. Je peux le faire, on va s'amuser, je vais parler de façon mécanique comme ça, etc. Mais ça n'a aucun intérêt. En anglais, c'était comment ? Tu t'en rappelles ? Non, en anglais, c'était pas trop comme ça. Okay. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse comme Amicalement Vôtre. Il faut qu'on fasse deux complices, deux partenaires. Totalement, ouais. Michael ouais. Michael Selloff, et puis moi, la voiture, qui est son partenaire. Ouais. Et que je parle de la même façon. Après, l'ingénieur du son se débrouillera pour écréter les aigus ou les graves, et puis, puis mettre un effet pour que ça soit un peu métallique, voilà. Mais tu as entièrement raison, c'était ça. Et il a eu raison, Jean-Pierre, tout de suite, il a dit, mais oui, vous avez raison, etc. Et heureusement, on est parti dans cette direction. Et ça a fonctionné, tout de suite. Oui, c'est ça qui donne le côté duo, le côté humain. Et puis, c'est pour ça qu'on apprécie Kit, parce que c'est un personnage, c'est pas une machine. Bah oui, c'était ça. Sinon, on s'en serait lassé, ça n'avait pas d'intérêt. Ouais. Après, ça a été pareil dans Viper. Moi, j'ai fait dans Viper, j'ai fait. Heureusement, j'ai pas fait que des bagnoles. Mais ça y est, une bagnole. Guy est pas dispo. Mince. Non, mais c'était amusant. Mais c'était pour ça, ce qui était amusant, c'était de donner le côté humain de la voiture. Ouais. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as su que tu voulais devenir comédien ? Non, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, je suis arrivé dans ce métier de façon, atypique. Je ne suis pas du tout... j'ai jamais pensé quand j'étais jeune, je vais être comédien. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas ce que je voulais faire, très honnêtement, jusqu'à 23, 24 ans, je ne savais pas. Ah ouais, assez tardivement. J'ai passé mes études, j'ai eu mes bacs. Après mon bac, je ne savais pas quoi faire. Mon père il m'a dirigé vers une école de commerce. Donc j'ai fait 2 ans de prépa, j'ai passé les concours. J'ai eu la chance d'être reçu, c'est un peu la loterie. Je suis rentré dans une école de commerce. Et puis quand je suis rentré dans cette école de commerce, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là-dedans ? D'accord. Ça ne me correspond pas du tout, tu vois. J'étais pas... C'était ça l'élément déclencheur pour toi ? Alors, l'élément déclencheur, c'était je veux pas ça. Ouais. Alors, j'ai fini parce que je m'étais dit vis-à-vis de mes parents qui m'ont payé mes études. Il faut que j'honore le contrat, 2 ans de prépa, etc. Bon, puis je suis rentré dans l'école. Ils n'ont peut-être pas tort, comme je ne savais pas. Ça me fera un bagage, on verra. Pourquoi pas, après tout. C'est vrai qu'à l'époque, avoir le diplôme d'une école de commerce, ça pouvait être utile. Bon. Mais c'était pas mon truc. Quand je suis rentré à Subdeco et que je suis là, mais vraiment, le premier mois, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là-dedans ? Qu'est-ce que je fais là ? J'ai eu la même réflexion qu'est-ce que je fais là ? Quand j'ai fait une fac d'anglais, j'ai tenu 2 semaines. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? À l'époque, je commençais à m'intéresser à la photo, énormément. Et donc, j'ai voulu monter, dans le cadre de l'école, un laboratoire pour que l'école s'en serve comme activité annexe pour la diffusion des événements au sein de l'école et en dehors de l'école. Parce qu'il y avait quelquefois des rencontres avec des sociétés, si tu veux. Tous les étudiants de ce genre d'école sont amenés à être par la suite des futurs cadres d'entreprise. Donc on avait de temps en temps je ne sais pas comment on peut appeler ça, des rencontres, des tables rondes avec des... Bon. Et le directeur de l'école, on a monté ce projet à 2, faire un labo, etc. Et on avait trouvé la pièce et tout. Il a dit non. J'ai trouvé ça tellement nul, j'ai dit mais quel con. Mais quel con, si c'est ça, moi je vais aller travailler en dehors. Et donc j'ai commencé à chercher en dehors. C'est à l'époque où j'ai commencé à grenouiller à droite à gauche et à tomber copain avec un photographe. C'était à l'époque, je faisais un peu de figuration, comme je t'avais dit. J'avais tourné 2-3 jours sur le tatoué. Ça m'amusait comme ça, c'était pour gagner un peu sans penser à être comédien du tout à l'époque. Et le photographe avec qui j'étais devenu copain, avec qui j'en parlais, m'a fait rencontrer un photographe à qui qui m'a proposé de me prendre comme assistant. Et donc j'ai commencé à être son assistant. Donc parallèlement à l'école, où j'allais de temps en temps photocopier les cours pour quand même passer des petits examens de passage et ne pas me faire renvoyer, j'allais la plupart du temps travailler chez ce photographe pour apprendre la photographie. Et donc, j'ai appris le laboratoire, parce qu'il m'a appris à développer, j'ai appris la prise de vue dans tous les formats possibles et imaginables, le 24-36, le 6-6, la chambre, on a fait... bon. En plus, c'est devenu à l'époque mon meilleur ami, donc j'ai appris la photo comme ça. Et mon idée à moi était
la photo m'a fait dériver vers le cinéma parce que mon idée, à l'époque, a basculé avec l'envie de réaliser, d'être réalisateur. D'accord. Et ça m'a poussé à aller suivre des cours, notamment chez Balachova, pour voir comment travaillaient les comédiens, avec l'idée de diriger. Me dire, si je tourne, parce que je voulais tourner, donc écrire des scénarios. Comment ça marche un comédien ? Comment marche un comédien, comment on le dirige, comment on travaille. Ouais. Et c'est comme ça que, tu vois comme c'est venu quand je dis atypique, c'est venu par un biais qui n'a rien à voir. Donc mon école, j'y allais jamais. J'étais tout le temps fourré donc avec le photographe à faire des reportages avec lui. Et puis petit à petit, j'ai commencé à suivre des cours, à regarder. Et puis c'est comme ça que c'est venu. Je ne sais plus comment ça a démarré. On t'a proposé de passer sur scène là encore, non pas, c'est un hasard. Je ne peux pas te raconter, ça serait trop long, on n'a pas le temps, mais par hasard, ce sont des agents que j'ai rencontrés par hasard. En fait, j'allais un jour chez une boîte qui s'appelait Mode Up à l'époque, qui était une agence de mannequins. D'accord. Et je voulais proposer mes services comme photographe pour pouvoir faire des photos des modèles pour leur book, parce qu'ils avaient besoin de book. Et à l'époque, j'étais toujours l'assistant du photographe Denis Manceau. Et je vais à cette agence, et ce jour-là, l'agence qui m'avait dit de passer était fermée. Donc moi, je tape au bureau à côté. J'ai dit, excusez-moi, ils sont là, ils sont pas là, ils sont partis déjeuner. Qu'est-ce que... Ils me disent, non, ils sont... Oui, ils ont des... Ah bon, j'avais rendez-vous, il n'y a personne. Ah oui, c'est curieux. Bon, excusez-moi. Puis je referme la porte et je m'en vais. Je vais pour prendre l'ascenseur. Et la fille à qui je venais de parler ressort. Et me fait, monsieur, venez. Pourquoi vous vouliez les voir chez Modeup, les rencontrer? Et puis on commence à bavarder, tu vois. J'ai dit, écoutez, voilà, moi je voulais les rencontrer parce que je voulais leur proposer mes services en tant que photographe. Et puis ils me font rentrer, et puis on discute, on parle, et puis je leur raconte un petit peu comme je te raconte là, le début de mon parcours. Et j'étais tombé chez des agents, et qui m'ont dit, mais... Des agents de comédiens? Oui, mais on vous prend à notre agence. C'est génial. C'est incroyable. Ouais. C'est vraiment le truc que tu racontes sans dire. Non, c'est pas vrai. Il se fiche de nous. Il se fout de nous. Je te jure. Ça s'appelait Cinéarte à l'époque. Arte. Parce qu'après, il y a eu un cinéart et un cinéarte qui est devenu autre chose. C'était dirigé par deux femmes qui s'appelaient Evelyne Fontaine et Janine Goujon. Avec qui on est devenus copains comme cochons, larrons en foire. J'étais tout le temps avec elles. Et elles m'ont mis le pied à l'étrier. Elles m'ont donné des adresses. Et ça a commencé comme ça. J'ai été prendre des cours avec une femme qui s'appelait Bernadette Lange, qui avait un cours de comédien que j'ai suivi donc régulièrement. Et j'ai appris avec elle au départ, puis après avec d'autres. Et puis l'agence m'a fait tourner. J'ai commencé par tourner un film, un deuxième, un troisième. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Et comment je ne m'y attendais pas, puisque moi, mon idée, c'était d'être de l'autre côté de la caméra, pas d'être devant, tu vois. Alors, tu fais plein de petits métiers à côté pour t'en sortir, tu vois. Moi, j'ai fait de l'immobilier. Comme j'avais des contacts par mon école, j'ai vendu des appartements. À l'époque, j'ai été parmi les vendeurs. J'ai vendu Parly 2 au Chesnay. Oh la vache! Tu vois, ouais. J'ai fait chauffeur, tu fais plein de petits boulots, mais comme font beaucoup de comédiens, tu vois, pour t'en sortir. Et donc, le doublage, ça te permettait de continuer à pratiquer ton métier de comédien et pas de faire le chauffeur. En même temps, faire le chauffeur, ça t'apprend des trucs aussi parce que tu rencontres des gens différents. Oui, mais là, pour le coup, je pense que le doublage est un peu plus utile en tant que comédien. Et donc, grâce à ça, ça m'a permis de ne pas avoir trop de trous. Je vois. De même la radio, tu vois. Je me suis mis à faire de la radio un peu régulièrement et j'adorais ça. Soit des scènes de comédie, ce qu'on appelait des dramatiques à la radio, ça s'appelait comme ça, soit des lectures. Des fictions radio. J'aime beaucoup lire. Donc j'ai beaucoup lu. J'ai eu la chance de rencontrer quelques réalisateurs de radio, dont un qui pour moi est une icône dans ce domaine-là, c'était Étienne Vallès, qui était un grand réalisateur de radio au point de vue de la lecture, parce qu'il savait t'amener à bien lire un texte. Il était très exigeant. C'est quoi bien lire un texte? Bien lire un texte, c'est... Lui donner vie, lui donner corps? C'est lui donner vie, lui donner corps, un peu comme si tu étais en train de l'écrire.
Ah. Comme si tu étais en train de le vivre. Il ne s'agit pas de bien le réciter, de bien le dire. Ça s'entend. On se dit, oh, c'est le comédien qui articule trop bien. Non, c'est pas. C'est ce que j'ai aimé beaucoup au début quand j'ai découvert ce que fait Zguini. Ok, oui, bien sûr. Dans les premières fois qu'il a lu Les Fables de La Fontaine, Oui. tu sais, quand on entend trop la versification, on entend bien l'alexandrin. Tu sais, Oui. tadadan, 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 Ah ouais. tadadan, tadadan. Lui, il la mange, il en fait fi. Lui, il en fait fi. Et Ouais. il a raison. Mm. Il faut raconter l'histoire. On s'en fout que ce soit des alexandrins. Ils y seront. Du fait, ils y seront. Et quand j'entends des gens me dire Cyrano de Bergerac, c'est des alexandrins de pacotille. Mais, excuse-moi, je vais être grossier, mon cul, c'est superbe. Parce que justement, ce champ-là est cassé. Mais ils y sont, les alexandrins. Et ça se joue comme de la prose. Parce que et lui, il a eu ce talent au début. Maintenant, bon, quelquefois, c'est un personnage, c'est autre chose. Il en fait... Mais c'est le premier que j'ai entendu casser cette façon de réciter. Ouais. On n'est pas là pour réciter. Et lire un livre, pour moi, c'est ça. C'est prendre quelqu'un par la main, comme tu racontes à un enfant, et le faire rentrer dans une histoire. Et donc, il faut pas que ce soit appliqué. Ça mérite même des imperfections. Ah, j'aime bien ça. Il ne faut pas que ce soit appliqué. Il faut que ce soit spontané. Il faut que toi, en le lisant, tu le vives. Tu le sentes. Si c'est un paysage, il faut que tu le sentes, le paysage, que tu le vois. S'il fait froid, il faut que tu sentes le froid. Et ça va se sentir dans ta voix. Il ne faut pas la jouer. Ça s'apparente à la méthode Ça s'apparente à la... Stanislavski. Je ne sais pas si tu Mon vois. œil de photographe me sert en ça. Ah oui, dis-moi. Tu vois, parce que Tu as des images quand qui je viennent lis, je vois et j'ai des images. Et les images m'aident à rentrer dans le texte. D'accord. Ah, c'est intéressant comme technique. Tu vois. Mais ouais, puis c'est rare. C'est-à-dire que je pense Quand pas. je vois en doublage, c'est pareil. Si tu veux, quand je vois le texte, c'est un prétexte. C'est joli aussi ça. Prends ça comme tu veux. T'es plein de formules. C'est un prétexte. Ouais. La phrase, tu la sais, elle est passée. Moi, je l'ai vue une fois, je la sais. Même si je vais un peu à la pêche. À la lecture, tu la lis, tu la. Bon, tu je la la sais sais pratiquement. Ouais. En tout cas, toute l'intention, je la sais. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est l'œil du personnage que je vais doubler. C'est sa respiration. Donc ça, tu le vois quelquefois. Comment il respire, ses épaules. Si tu respires pas dans le même tempo que lui, tu y es pas. Si tu as pas dans son œil, s'il a l'œil qui frise, toi aussi, il faut que tu aies l'œil qui frise. S'il a l'œil rieur, il faut que tu sois rieur. S'il a l'œil triste, il faut que tu sois triste. Donc, il y a, même si tu bouges pas, il y a une façon de vivre le truc intérieurement. Je regarde beaucoup la bouche. Un personnage qui a une petite bouche pincée ne va pas parler pareil qu'un personnage qui a une grosse bouche ou qui articule ou qui est... Tu vois. Et tout ça, ça sert. Enfin, moi, c'est ma cuisine. Là, je te livre ma cuisine. On est là pour ça. J'ai le souvenir d'un rôle comme ça. Je ne sais plus bien. Le film s'appelait, je crois, Gravy Train. Je ne sais plus le nom en français. C'est un comédien qui a pas mal tourné. Moi, c'était une des premières fois où je le doublais. Je l'ai doublé plusieurs fois après. Et je ne le trouvais pas. Je le voyais. Je me disais, mais quelle est sa particularité ? Comment je peux le... Et tout d'un coup, j'ai compris un truc. Il était prognate. C'est quoi ça ? Prognate, c'est quand tu as la mâchoire du bas. Ah, qui est devant celle Qui est devant celle du la haut. supérieure. D'accord, oui, bien sûr. Et donc, pour trouver le jeu et ce qui lui correspondait, et pour moi, me mettre en confiance, Tu t'es transformé physiquement ? j'ai joué comme ça. Waouh. Ce qui me donnait une autre façon de parler et d'être, tu vois. Je peux te dire que le soir, j'avais des crampes dans la mâchoire. C'est bien, c'est pour dessiner le visage. Ouais, tu vois. Mais exercices. c'était une aide, c'était ma béquille. Ouais. Chacun a la sienne. Je ne dis pas que dès que tu vois un prognate, il faut jouer comme ça. Mais c'est pour te dire que chacun en a nos trucs. Je plains celui qui va faire Quasimodo. Et ouais, voilà, t'es pas obligé. Mais tu vois, tu trouves ça. Ouais. Tu trouves quelquefois dans la façon de respirer, dans la façon d'être. Et moi, j'essaye toujours, la première fois que je vois un personnage, de voir comment il est, comment il parle, s'il est rond, comment il bouge, s'il est lent, s'il est... Même en voice-over.
Je fais beaucoup de voice-over, par exemple. Ça fait partie des trucs comme le doublage. Ou sur des documentaires qui sont traduits. Alors là, tu n'as même plus de problème de synchronisme. Donc, c'est encore beaucoup plus facile. Mais c'est pareil. Est-ce qu'il est lent dans son débit? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il a du mal à parler? Est-ce qu'il hésite dans sa façon de parler ou pas? Tu vois, pour trouver cette espèce de rythme qui t'aide à trouver le personnage. Donc je ne sais pas comment te dire, c'est une espèce de cuisine personnelle que tu mets en branle assez vite parce que bon, ça fait longtemps qu'on en fait qu'on a nos habitudes. Mais ça, tu l'apprends beaucoup au théâtre. C'est plus un jeu ou un défi pour toi quand tu découvres un personnage comme ça? C'est toujours un défi. Et que tu essaies de rentrer C'est toujours dedans, un défi. de le deviner. C'est un jeu parce que pour bien faire ce métier, il faut jouer. Mais jouer, il faut s'amuser. C'est jouer dans le sens de s'amuser. Si tu t'amuses pas, c'est pas la peine. Fais autre chose, fais un autre métier. Même quand tu fais un tyran exécrable. Il faut t'amuser, il faut que tu sois. On a tous au fond de soi des saloperies, ou des envies d'être méchants par moment, ou des possibilités de l'être, tu vois. Les enfants, ils font ça sur le tas de sable, ils s'amusent. Alors moi, je serais le méchant, toi, tu es le gentil, tu vois. Et ils le font instinctivement. Ils ne se posent pas de questions, ils ne sont pas là. C'est cette pureté, cette innocence que tu essaies de retrouver quand tu travailles un personnage. Il y a à la fois ça, et il peut y avoir, si tu veux, cette espèce de travail de l'acteur studio. Oui. Moi, j'ai appris ça avec Voutsinas, qui était à l'époque l'assistant de Lee Strasberg. J'ai beaucoup appris ça avec lui, et puis beaucoup avec les bouquins de Lee Strasberg et de Stanislavski. Tu les as lus? Ah oui, je ne les ai pas lus, c'était mes livres de chevet. Tu les as dévorés, d'accord. Dévorés, moi, la construction du personnage par Stanislavski, la formation de l'acteur, tout ça, j'ai dévoré ça parce que ça me correspondait totalement. Je n'étais pas du tout dans une formation de comédien classique de la comédie française. J'étais vraiment dans une approche qui correspondait à ça. Donc on cherche en soi les équivalences qu'on peut avoir pour les donner au personnage. Mais on le fait avec la maturité d'un adulte. L'enfant, il fait ça naturellement. Si on lui dit « t'es méchant », il fait le méchant tout de suite. Il joue pas le méchant. Il fait la voix du méchant, il est méchant, et il devient, tu vois. Ouais. Et donc, c'est essayer de retrouver cette espèce de spontanéité de l'enfance dans le jeu. Et c'est ça qui est amusant. Et quand tu fais ce métier, pour moi, c'est ça. Et en scène, c'est ça. Est-ce que c'est une forme de régressivité? Oh non, pas du tout. Je trouve que c'est une forme d'accomplissement parce que tu fais appel en toi à toutes les facettes que tu es capable de sortir. On ne peut pas tout faire. Hein. Attends, moi, il y a des choses que je suis incapable de jouer. J'y arrive pas. C'est pas mon truc. Je ne suis pas doué pour ça. Donc, à la limite, je vais dire, écoutez, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais franchement, non, prenez plutôt lui. Lui, il le fera mieux que moi. Tu aurais un exemple précis comme ça d'un type de personnage, soit que tu n'aimes pas, soit que tu ne te vois pas? Dans les matamores, je ne suis pas particulièrement... c'est pas mon truc. Tu vois, les mecs qui roulent, qui vont être très... viril. C'est pas forcément de la virilité. La virilité, c'est pas brusque. Uniquement, mais quelque chose de... comment on va dire, de macho ou de... D'accord, bourru, ouais. Voilà, ce genre de personne. D'accord. Je peux arriver à donner le change, peut-être, j'en sais rien. Barracuda, tu n'aurais pas pu le faire alors? Non, c'est pas mon truc. Ouais. Je suis beaucoup plus à l'aise dans la comédie à l'anglaise. Dans les trucs... j'ai très souvent fait des personnages, justement. L'humour anglais est un truc... moi, je rentre dedans, c'est des chaussons pour moi. J'aime bien cette subtilité, j'aime bien les trucs qui sont pas évidents. J'ai beaucoup aimé au théâtre travailler Miller. Henri Miller, La Collection, Le Gardien, Pinter. Ces choses qui sont non dites, qui sont derrière, qui sont... Tu vois, ouais. Les choses qui sont amenées comme ça avec du coffre. Bon, moi, j'ai pas de coffre. Hein, ouais. Quand tu me vois physiquement, tu vois, mais j'ai pas de coffre. Hein, je suis bon. Je dirais, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Si vous pouvez pas faire autrement, je vais essayer de. Mais il y en a d'autres qui le feront mieux que moi. J'essaie de réfléchir en même temps par rapport au rôle que tu as incarné.
Il y a peut-être le gars de, tu sais, Prison Break, là, qui était un peu... J'adore, voilà. Il était un peu... William Fichtner, Voilà. pour moi, il ressemble beaucoup à James Wood. James Wood, que j'ai beaucoup doublé aussi. Ouais. James Wood, il est complètement inattendu. Il est improbable dans ce qu'il fait. Il est surprenant. Ouais. Donc moi, déjà, ça me fascine. Parce que je me dis, oh, mais comment il fait ? Comment il fait ? C'est incroyable. Il fait des trucs qu'on ne l'attend pas. Un autre, on va voir les ficelles, on va comprendre, on va le faire, on va se dire, ah ouais, c'est fait. Je vois totalement. Bravo, il a du talent, c'est vachement bien fait. Chapeau, ouais. Bon. Lui, on ne l'attend pas. Et comment tu vas chercher l'inattendu Comment tu travailles la spontanéité, j'ai envie de dire. Alors déjà ces mecs-là, ils me font peur parce que je me dis, jamais je vais être à la hauteur parce que je les trouve géniaux. Non, je les trouve géniaux. Je me dis, je vais faire ce que je peux. C'est de l'humilité parce que tu les as Mais fait en même temps, plein de fois. Et en ça même marche temps, très ils bien. me portent. Ils me portent parce qu'ils sont tellement formidables que c'est un cadeau pour moi d'essayer de faire un petit peu ce qu'ils font. Moins bien, mais un petit peu. Et si. Sois pas trop dur. Non, c'est pas dur. Je suis pas dur. Très franchement, je vais te dire, le doublage est un succès d'année par rapport à l'original. On sera jamais aussi bien qu'un original. On prête nos voix pour que ce soit lisible, écoutable, compréhensible par des gens qui maîtrisent pas une langue étrangère. Et donc, on essaye de donner le change ou mieux. Mais on est forcément moins bon. On est en dessous. Forcément ? Oh ouais. Enfin, ou alors sur des très mauvais comédiens, là on peut les améliorer peut-être quelquefois, ça arrive. Tu vois des très mauvaises soaps où des comédiens sont absolument à chier, il faut bien le dire. Oui, on peut le dire. Et où tu te dis, tiens, je peux peut-être l'améliorer lui avec ma sauce, avec mon métier. Mais quand tu es face à des comédiens comme ça, comme William Fichtner, comme James Wood, tu te fais tout petit, puis tu te dis, bon, je vais essayer de ne pas les trahir. Et je vais me servir de ce qu'ils font parce que c'est génial. Je vais essayer de m'en inspirer. De m'en inspirer. Et c'est là où je me suis mis à beaucoup aimer le doublage parce que je me suis rendu compte qu'en tant que comédien à part entière, ces gens-là m'apportaient beaucoup. Parce que de les voir jouer en vrai, je me disais, ah ouais, comment il fait ça ? Mais voilà comment il faut faire. En vrai, si j'étais au théâtre, c'est comme ça qu'il le joue. Donc c'est un peu une leçon. Comme si un professeur, en l'occurrence c'est le grand comédien que je vois, me montre comment il le joue et je me dis mais je vais m'en inspirer. Et après, dans les rôles que tu as à jouer, que ce soit à la radio, en doublage, au théâtre ou en tournage, ben, tout ça te donne une espèce de comment dire, d'armes, de background, de choses auxquelles tu peux te référer. C'est des références personnelles qui te viennent, tu disais, ah ben oui, mais dans tel film, un machin l'a fait comme ça, peut-être que je peux essayer de faire ce qu'il a fait et de trouver. D'accord. Tu vois, et pour moi, c'est un apprentissage. Et donc, même aujourd'hui, sur un petit rôle, pas sur une utilité qui dit bonjour et qui ouvre la porte et puis qui donne la main servie, là, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais sur un rôle, même petit rôle, où il y a une scène à jouer, mais tu as tout à apprendre. Si le comédien est bien, tu regardes ce qu'il fait et tu dis, ah ouais. Donc, tu n'es pas d'accord avec Michel Vinet qui me disait que c'est plus facile de doubler des bons que des mauvais ? Oui, il a raison. Parce qu'ils alors. te portent, parce que les bons te portent. Dans ce sens-là. Parce qu'ils font des choses rares, étonnantes. Par rapport à Michel, je dirais simplement qu'on sera forcément moins bon, on sera en dessous. Mais ça te motive à faire mieux. Mais toi, ça te tire vers le haut. Et donc, c'est plus facile et on est meilleur. Parce qu'il te tire vers le meilleur, si tu veux. Un mauvais comédien, t'es obligé de tout amener, quoi. T'es obligé de tout amener. C'est pas ton truc ? Parce qu'il n'a rien de bien. Ben si, à ce moment-là, tu te sers de tout ce que toi, tu as appris pour nourrir justement ce que le comédien américain, en l'occurrence, ou anglais ou italien, n'importe quoi, qui peut être par hasard un mauvais comédien, n'apporte pas. Et tu te dis, quel dommage, et là il rate un truc, c'est con, il aurait pu faire comme ça, il aurait pu faire comme ça, moi je vais essayer de le faire. Ouais. Et donc tu essayes avec ton, entre guillemets, ton savoir-faire. Ton expérience. Ton expérience, quoi. Qui est faite de toutes ces choses-là, quoi, des choses de la vie et des choses de... Alors,
Ah, t'as pas fini, hein, parce que je suis un... C'est génial, c'est passionnant. J'ai fait 3 questions sur 20. Je peux parler pendant 2 heures, j'adore mon métier. C'est passionnant de t'écouter, Guy, c'est un régal, c'est vraiment c'est génial. Alors, je vais revenir un petit peu à l'agence touriste, si tu peux bien. Donc, pour moi, l'agence touriste... Moi, c'est un régal. Ça. C'est l'esprit d'équipe. Oui. C'est surmonter ces différences et ces animosités pour créer quelque chose de constructif. Oui. C'était des poncifs des années 80 avec Mr. T dans la team, ou Eddie Murphy avec Nick Nolte, ou encore Danny Glover et Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Un blanc, un noir, différents en tout point et qui s'allient à des fins communes. Mon souvenir de cette époque dépasse la nostalgie grâce à ce genre de concept. Malgré nos différences, allions-nous, puisque dans le fond, on est semblables. De nos jours, on divise. Les œuvres culturelles divisent, les médias divisent, les politiques divisent, les religions divisent. C'est vrai. On est dans le communautarisme. Hélas. Alors, tu ne fais pas partie de ma tribu, je te parle pas. C'est comme ça que ça pense. Toi qui as vécu les 30 Glorieuses... Tu sais, il y a un dessin, excuse-moi, je te coupe, parce que j'y pense et je ne le dirai pas après. Dis-moi. J'ai vu un dessin il n'y a pas longtemps qui est absolument merveilleux. C'est 2 personnes face à face. Et devant eux par terre, c'est toi et moi, par exemple. Moi, il y a écrit 6. Toi, il y a écrit, pour toi... 9. Oui. Et moi, je te dis, c'est 9. Et toi, tu me dis, ben non, c'est 6. Tu vois le point de vue. Exactement. Et on a raison tous les deux. Exactement. Et pourtant, toi, de ton point de vue tu lis de ton point de vue, tu lis bien un 6. Et moi, de mon point de vue, je lis un 9. Elle est chouette. Et là, on n'essaye pas assez de se mettre à la place de l'autre et de son point de vue pour dire, ben oui, d'accord, tout dépend du point de vue. Elle est chouette, cette parabole. C'est un dessin, je me suis dit, c'est bien trouvé. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais en un dessin, il a résumé mes kilomètres, mon tunnel à moi. Toi qui as vécu les 30 Glorieuses, es-tu aussi désolé que moi de l'état des choses actuelles, ou bien avec la sagesse de l'expérience, tu te dis que c'est qu'un passage dans le temps et que ça va naturellement se réajuster? Je ne sais pas si ça se réajustera. Je suis triste de ce que je vois et de ce que j'entends autour de moi. J'ai la chance. C'est à la fois une chance et puis une malchance, je ne sais pas, d'être très, très attiré par trop de choses. Donc aujourd'hui, c'est un artiste, ça. Je ne sais pas. C'est l'âme artistique qui nous rend fou. Je ne sais pas, mais comme je t'ai dit, j'ai été attiré par la photo et j'y reviens beaucoup aujourd'hui puisque ça fait pratiquement maintenant mon deuxième métier que je pratique de plus en plus. Je suis revu à la photo depuis 3-4 ans et je la pratique maintenant beaucoup. Et je fais aussi de la musique, j'adore la musique. Donc dès que je suis chez moi, je ne peux pas m'empêcher de me mettre au piano ou à la guitare. Le problème de tout ça... Tu aurais dû me dire ça avant, je t'aurais dit de venir avec ta guitare. J'aurais vu un petit truc. Le problème de tout ça, c'est que quand tu touches à trop de choses, tu n'arrives pas à approfondir complètement une chose. Donc c'est à la fois un enrichissement, puisque tu accèdes artistiquement à différents domaines qui se rejoignent quelque part. Mais en même temps, comme tu ne mets pas toute ton énergie dans une seule, tu ne peux pas aller assez loin. D'ailleurs, je dis toujours, si demain je dois recommencer, si on me dit, bon, allez, t'es une vie demain, qu'est-ce que tu fais? Musicien. Ah ouais. Que ça. Mais là, je vais aller au fond. Là, je vais aller au bout et là, j'y laisse la peau, mais parce que pour moi, la musique, c'est l'art suprême. Okay. C'est l'art suprême. Parce que c'est universel. Oui, c'est le langage universel. C'est un langage universel. Les oiseaux chantent. La langue, on s'en fout. Tu chantes, tu peux faire passer n'importe quel chant. S'il y a dedans une émotion, une construction, quelque chose, tu peux toucher n'importe qui. Tu peux toucher un blanc, un jaune, un rouge, un noir, n'importe quelle race, n'importe quel pays, n'importe... La musique. Donc pour moi, j'ai commencé trop tard. J'ai commencé pour aller loin... Oui, il faut commencer tout petit. Ouais, moi, j'ai commencé le piano à 27 ans. Ouais, moi, quand n'ai jamais fait, tu es quand même largement au-dessus de mon niveau. Donc... Oui, mais c'est trop tard. Tout est relatif. C'est trop tard pour aller... Faire des récitals. Pour aller loin, même si ce n'est pas pour faire des récitals, mais pour aller au niveau où tu ouvres une partition comme un livre
et puis tu lis. Avec tout ce que tu peux y mettre. Et avec comme moi je vais lire un texte ou une bande rythmo, parce que il se trouve que la lecture, la langue on la parle tous les jours, donc on maîtrise la langue, on maîtrise le parler et on maîtrise une écriture. La musique, il faut maîtriser l'écriture du solfège. Moi j'ai commencé le solfège à 27 ans. Je ne le maîtrise pas suffisamment pour déchiffrer à vue. J'en ai fait un peu. Le solfège est assez décourageant, je t'avoue. Tu vois, c'est décourageant, mais si tu l'apprends très tôt, puisque les enfants sont des éponges. Ouais. Si tu l'apprends à 3 ans, à 4 ans, on t'oblige bien à apprendre les maths, ça peut être rébarbatif. On m'a obligé à faire du latin, ça m'a emmerdé. J'étais nul, j'y comprenais rien. J'avais un et demi en latin. Je suis tellement content de ne pas avoir fait du latin. C'était affreux. Et on m'obligeait à le faire. On m'aurait obligé. Ouais. On m'a proposé, tu ne veux pas prendre des cours de musique? À 5-6 ans, tu dis non, j'ai envie d'aller jouer au foot avec les copains. Mais moi à aussi, l'école, on a eu la même enfance. Mais bien sûr, à l'époque, on m'aurait dit non, tu as une leçon de musique, ça fait partie de ton éducation. Ça, j'aurais aimé qu'on m'oblige à le faire. Ouais. Je n'étais pas dans une famille de musiciens, donc ils n'ont pas eu. Quand ma mère me l'a proposé, j'avais 17 ans, je venais de passer mon bac. Ils m'ont dit oh, tu as réussi ton bac, qu'est-ce que tu veux? On va te faire un petit cadeau, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit je veux ça là. C'était quoi? C'est quoi? C'est la guitare que papa a achetée en Espagne et qu'il a accrochée au mur pour faire joli. J'ai dit ça. Alors, ils m'ont donné la guitare qu'il n'avait jamais touchée. Ça y est. Et je me suis mis à... Voilà. Et là, autodidacte alors? Oui, complètement. Mais enfin, j'avais déjà fait, toujours soufflé dans un instrument. Depuis que j'étais petit, j'étais passionné par la musique, mais pas travailleur et pas conscient que ça pouvait être mon moyen d'expression. Je le faisais par goût. Divertissement. Par divertissement, sans vraiment le travailler. Et avec le recul, avec l'âge, j'aurais aimé peut-être qu'on m'y oblige un peu pour pouvoir, en me mettant le pied à l'étrier, comprendre à quel point ça ouvre des portes de savoir déchiffrer, de savoir lire, de pouvoir partager avec d'autres un moment musical en jouant de différents instruments, en faire partie d'un groupe, n'importe quoi, tu vois, un guitariste, un batteur, un pianiste, etc. Est-ce que tu ne peux pas avoir ça également, l'équivalent en tout cas, au théâtre? Mais bien sûr. Dans une troupe de mais théâtre. bien sûr, mais moi je t'explique, j'y suis venu à ça trop tard. Et mon défaut, parce que je pense que c'en était peut-être un, mes parents me disaient, oh mais t'es touche à tout. Oui, c'est vrai. Oui, je te dis, c'est l'âme artistique. J'ai un peu ça aussi, j'ai une idée, et puis je vais pas au bout, puis voilà. J'en ai une autre, et puis je vais mais pas parce au que bout. Je suis intéressé par trop de choses. Ouais. Donc je trouve que les journées sont trop courtes, 24 heures, c'est Bien lamentable. Bien sûr. Ce qu'il faut, c'est une structure, il te faut un agent. Alors, il faut être très structuré, et puis il faut être vachement structuré de même pour soi-même, c'est-à-dire à la limite, si tu veux arriver à tout faire, il faut te dire, je consacre 3 heures à la musique, voilà. 3 heures à ça, faut te donner 3 des heures objectifs. à ça. Tu vois, mais moi, j'étais attiré par le sport. J'ai toujours été très sportif, j'ai fait plein de sports, et à chaque fois, j'essayais d'aller à fond dans le sport, tous les sports collectifs. J'ai joué au foot, j'ai joué au basket, puis j'étais trop petit, mais j'ai adoré ça. Donc, le basket, il faut mesurer 2 mètres. Hein. Ouais. Sinon, non, j'ai 1m98 adoré... de Michael Jordan. Ouais, bon, j'ai adoré le volleyball, mais je sautais pas assez haut. C'est pareil, il faut avoir des détentes formidables. Faut être une grenouille, tu vois, faut être bon. J'ai adoré le handball, c'est pareil. Moi aussi. J'avais pas des mains assez grandes pour bien tenir le truc et pour pouvoir sauter en extension, mais je le faisais. Ouais. Le foot, c'est pareil, comme je suis ambidextre. On me mettait en ailier gauche parce que tout le monde ne shootait pas bien du pied gauche, mais moi je pouvais shooter des deux. J'ai adoré tous ces sports. J'ai adoré le sport. Sport collectif, on est d'accord. Oui, sport collectif. Que des sports collectifs. Et puis après, j'ai fait de l'athlétisme. J'ai adoré quand j'avais 12-13 ans, j'ai été pensionnaire à un moment. J'avais pratiqué le lancer du disque, par exemple. J'avais fait le championnat de la Sarthe en lancer du disque et j'avais gagné les championnats dans ma catégorie. Est-ce que tu as gagné un pot de rillettes J'ai dû gagner un pot de rillettes ou la reconnaissance de mes parents, un point final. C'était à peu près tout. Ça n'a pas de prix. Ça, et puis championnat de ping-pong. À l'époque, je faisais beaucoup de ping-pong. Moi aussi, j'ai fait du ping-pong, mais c'est incroyable. Donc, j'étais là, je bataillais tout le temps ping-pong. Puis après, ça a été le tennis. Et parce que quelque part, c'est un défaut aussi, je suis un peu perfectionniste. Donc quand je touche à un truc, j'ai envie d'aller au bout, au plus loin possible. Dans chaque sport, j'ai fait ça. Quand je me suis mis au tennis, j'étais comme un fou. Quand je me suis mis au golf, parce que ça, c'était le dernier sport que j'ai pratiqué et que je pratique encore, j'ai été comme un fou.
comme un fou. T'arrives à faire des beaux services au tennis Ah ouais. C'est ma façon de jouer, c'était service volé. Moi, j'étais vraiment, et notamment sur terrain dur, sur le quick, comme sur le bois. Quand tu as un bon service et que tu sais bien volleyer... Pete Sampras, quoi. Dans ma façon de jouer, oui. J'étais pas... Alors après, j'ai appris à jouer sur terre battue, parce que j'aimais beaucoup... J'ai été, étant un mince, je courais bien. Endurant. J'étais endurant, et donc la terre battue me plaisait bien parce que ça t'apprenait à durer l'échange. Parce que l'échange dure plus longtemps. Sur terre battue, il faut construire le point. Donc j'apprenais. J'avais un copain avec qui on s'entraînait. Lui, il jouait, il croisait, et moi, je décroisais. Et on arrivait à faire 4-5 échanges. Au bout de 5 échanges, on était mort. Parce que quand tu passes ton temps à croiser, décroiser, t'es mort, tu vois, sur terre battue. Mais ça m'avait appris d'une façon formidable. Et au golf, j'ai fait pareil. Et donc, tout ça pour te dire que le sport me comptait beaucoup. Donc, je ne pouvais pas me consacrer uniquement à un truc. Et je me dis, c'est dommage parce que effectivement, je ne mets pas toute mon énergie dedans. Et si c'était à refaire, je pense que ce serait dans la musique. Parce qu'au profond, je ne suis pas sûr d'être comédien. Ah ouais. J'ai aimé ce métier par tout ce qu'il m'a apporté, tout ce par quoi il m'a enrichi, je pense humainement. J'ai du mal à te croire quand on t'entend, quand même récemment on a fait un documentaire ensemble, quand on t'entend donner vie et corps au texte, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est toi. Ouais, ça fait mais partie tu vois, de toi. Je sais pas, ou alors peut-être. Moi, j'estime que j'aurais aimé avoir le talent. J'ai un très bon ami qui malheureusement n'est plus avec nous aujourd'hui, c'était Claude Rich. Et j'aurais aimé avoir ce talent de Claude. Parce que j'aimais beaucoup sa finesse, sa façon de jouer. Et moi, je ne pense pas avoir ça. Je ne pense pas être capable de... C'est l'œil qu'il a, la façon de le jouer, cette dérision, tu vois. Et peut-être que si j'avais commencé tôt, je l'aurais appris. Peut-être. Mais comme je me suis, entre guillemets, un peu éparpillé avec la musique, le sport, le théâtre, la photographie, qui m'a pris beaucoup de temps, mais ça aussi, c'est une chose que j'adore. Parce que... Comme tu disais tout à l'heure, tu as appris auprès de géants, des Paturel, on parlait de... Roger Carrel. Roger Carrel. Moi, quand j'ai des anecdotes avec Roger en plus. Avec Philippe Dumas. Philippe, pareil. Philippe, il te surprenait à chaque fois. Tu disais, mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'est pas du tout ce qui est écrit. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et c'était incroyable. Il jouait, il inventait le texte. Mais oui, et il était tellement mieux que ce qui était écrit. Voilà. Il disait la même chose, mais à sa sauce, avec les ruptures qu'il avait choisies, et c'était génial. Philippe, c'était... Ouais, Poivet, il avait ce côté-là aussi. Patrick, un peu. Inventer ça. Patrick, c'était plus carré, Patrick. C'est pas aussi... comment dire Fifi, il était de bord cadre. Philippe Dumas. C'était artistique. Ah, c'était il te surprenait à chaque fois. Patrick... On a commencé ensemble avec Patrick. Comme je te disais, dans Affreux, Sale et Méchant, on faisait partie des quatre jeunes fous furieux, là. Et on travaillait beaucoup avec Jacques Villemetz à l'époque, parce que Patrick faisait beaucoup de films avec Jacques. Et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, Patrick. Mais il y a un côté plus facile à cerner, je dirais. Ça n'empêche pas son talent, hein, attention. Moi, je fais pas... Il y a des choses qu'il fait que je ne sais pas faire. Je le trouvais formidable. Mais C'était plus sur des rails. Oui et non, parce qu'il a sa façon d'interpréter les choses aussi. Ce n'est pas des rails. Mais pour moi, ce n'est pas la fantaisie que j'ai chez Jean-Philippe Dumas ou que je trouve chez les comédiens dont on parlait, comme James Wood ou William Fichtner ou ces gens-là, ou certains acteurs anglais que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup, effectivement, Rowan Atkinson, parce qu'il me surprend, parce que alors, on parlait de Mr Bean, mais il dit rien, mais dans Vipère Noire, Blackadder, là, il n'arrête pas de parler. J'avais à peu près 400 lignes par épisode, hein, t'imagines. Et il faisait un fou furieux d'infamie, à l'époque des Plantagenets, costumes d'époque et tout, et qui sautait sur tout le monde, qui trucidait, qui tuait... Ce qu'il faisait, c'était hallucinant, quoi. Et là, moi, je le regarde derrière mon micro, tout petit, en disant, pourvu que je ne le desserve pas, parce que... Mais en même temps, ça m'enrichit, ce qu'il fait.
Parce qu'il me nourrit. Et si tu veux, voilà, tout ça prend du temps. Écouter de la musique, ça prend du temps. Parce que c'est en écoutant ce que les autres font et jouent que tu apprends, toi aussi, comment déchiffrer une œuvre et comment la jouer. Ça, je sais pas, on peut parler de musique. Alors là, on fait une autre émission, si tu veux, parce que je peux en parler aussi pendant 2 heures. On prend un rendez-vous. On peut parler en photo pareil, parce que je regarde énormément de photos. Je suis inspiré par certains photographes. Moi, ma photo, elle est plutôt humaniste, entre guillemets. Donc, je suis inspiré par les Sébastien Salgado, Cartier-Bresson, Douaneau, Willy Gronis, tous ces gens-là. Voilà, c'est la photo que j'aime faire. C'est la street photographie, c'est du noir et blanc. C'est l'instantané qui se produit devant toi et auquel tu es. Au cinéma, Donc, il faut regarder. Ça me renvoie à Wim Wenders. Je sais pas si tu dois aimer bien sûr. son cinéma. J'ai vu son film, même le film qu'il a fait c'est le sel de la terre, le film qu'il a fait sur Salgado. Il a une idée géniale d'ailleurs. Il a mis Sébastien dans une chambre noire et il l'a fait parler sur. J'ai pas vu le film. Il faut que je le voie. Ah, il faut que tu le vois, c'est superbe. Saurais-tu nous parler de Henri Djanik, qui jouait donc Barracuda? Henri, c'était un merveilleux ami. Et aux côtés duquel tu faisais aussi Supercopter. Oui, bien sûr. Il faisait Santini dans Supercopter. Oui, Dominique. Voilà. C'était le nom du personnage, si je me souviens bien. Ouais. Hein. Et Henri, c'était une crème. Grosse voix. Oui, une grosse voix, mais un grand cœur. Il m'a appris beaucoup de choses. Et puis, j'ai beaucoup aimé parce qu'il avait la franchise de me dire non, Guy, non, fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas cette espèce de truc que tu fais. D'inspiration, de son avant. Non. Et donc, ces gens-là, justement, m'ont appris la rigueur, parce qu'ils ont beaucoup de rigueur. Et Henri me le disait franchement, tu vois. Un ami, je me sentais pas blessé quand il me le disait, parce que c'était vraiment Guy. Fais attention, là, tu as... Il trouvait que tu manquais de rigueur? Il pouvait me dire... Sur certains points. Sur certains points, parce que j'étais beaucoup plus jeune. Donc j'ai appris avec eux la rigueur. C'est ces gens-là qui m'ont appris. Et Dominique Paturel? Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai eu la chance et la malchance de travailler avec lui qu'une seule fois. C'est un homme d'une grande générosité. Mais voilà. C'est un grand serviteur des textes. C'est un grand serviteur du théâtre. C'est humainement un type formidable. Moi, j'ai eu que du bonheur d'être tout le temps avec lui. J'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est autre chose qu'Henri. C'est pas pareil. C'est des gens avec... Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Tout. Ils m'ont appris le métier. Humainement, il m'a apporté beaucoup, parce que je lui ai vu avoir quelquefois des réactions humaines, tout simplement, que j'ai dit, chapeau, c'est pas seulement un bon comédien, mais là c'est bien ce qu'il a fait. Là. Tu veux dire ça, j'y repense. Qu'il avait l'humilité, qu'il avait... Ouais, mais j'y repense, c'est des trucs que je me dis, tiens, ouais. C'est des choses qui m'inspirent quelquefois. Je me dis, je suis content d'avoir fait ça comme merci Dominique. Ouais. Tu m'as appris ça, tu vois. Ou merci Henri. Ça c'est à toi que je le dois, parce que si tu n'avais pas été là pour me dire ça et ça, peut-être que je serais resté dans mes travers. Tu vois, donc il faut avoir... C'est un métier d'humilité, il faut avoir... parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pas d'arriver avec ses gros sabots et d'imposer « moi je suis comme ça, je suis un grand comédien, je sais le faire ». Non. Moi je suis rien, je prête ma voix, je prête mes sentiments, je prête des choses que j'ai vécues, que je vais mettre au service de l'œuvre, au service du personnage. Une souffrance personnelle que vous n'avez pas forcément besoin de connaître, des choses que j'ai vécues, mais qui, moi, m'ont touché. Mais cette souffrance-là, que j'ai peut-être pas sortie à un moment, là, je la sors. Et ça vient, je ne le calcule pas, hein, ça vient instinctivement. Il m'est arrivé de jouer des scènes où je jouais des choses que j'avais vécues et qui me touchaient, parce que je repensais à des moments. Et c'était au service du personnage et de la scène. Et même là, quand je te parle, je repense à certaines choses, et je peux même avoir être ému, être troublé, et avoir tu vois, parce que toutes ces choses-là que des gens m'ont envoyées, des êtres humains près de moi, de ma famille, des amis, des comédiens, toute cette chose dont on se nourrit, fait en toi un terreau
Un terreau comme le paysan qui... Sa terre, elle est là, c'est grâce à sa terre qui fait pousser, qui sort des plantes, qui sort des choses, qui fait mûrir, et qui fait des fleurs, qui fait des légumes, Ben, nous, c'est pareil. C'est grâce à ce terreau de tout ce qu'on engrange. C'est pour ça que c'est à la fois quand je dis je me suis éparpillé, oui et non, parce que je me suis aussi nourri par la musique, par la photo, par le sport, par les contacts avec les autres, de tout ça qui permet de remplir et de donner à un personnage. C'est fait. Tu vois, donc la vie t'apprend énormément. Une personnalité et complexe. C'est pas d'arriver en disant moi je sais, tout. Non. Ouais. Et c'est pour ça que moi je dirais, j'ai dit ça il y a pas longtemps à un de mes petits-fils qui malheureusement est un petit peu comme ça, il est un petit peu moi je sais tout. Je lui ai dit non, il s'appelle Melchior. J'ai dit non Melchior, tu sais pas tout. Tu sais pas tout. Apprends une seule chose, apprends à écouter. Écoute. Avant de parler, écoute. Et tu vas t'apercevoir que tu n'as peut-être pas besoin de parler parce que ce que tu entends et ce qui va te nourrir va t'en apprendre beaucoup plus que d'arriver et de prétendre que tu sais tout faire. Parce que tu ne sais pas tout faire. Hein, quand il vient à la maison et qu'il se met au piano, je dis, et qu'il me dit et qu'il a composé, qu'il a fait un truc, je l'encourage. Je lui dis c'est très bien. Mais après, je lui dis essaye plutôt d'écouter ce que tu es en train de faire plutôt que de m'imposer un truc où tu joues au pianiste. Non, écoute le son que tu fais. Quelle valeur il a ce son? Il est faible, il est fort? À quoi il te fait penser? Qu'est-ce qui fait vibrer en toi? Et maintenant, si on fait deux sons l'un à côté de l'autre, c'est joli ou c'est pas joli? Si je te fais une seconde, ça s'appelle une seconde parce qu'elles sont l'une près de l'autre, elles se frottent. Tu sens pas qu'il y a quelque chose qui frotte mais qui dérange? Maintenant, si je fais celle d'après, 1, 2, 3, c'est une tierce. Ah, c'est marrant, elles s'entendent mieux. Tu trouves pas? Et c'est ça qu'il faut, que j'ai envie d'apprendre à un enfant, par exemple, ou lui communiquer. C'est pas lui apprendre parce que moi, je sais rien. Je sais un tout petit peu mieux jouer que lui parce que j'ai commencé le piano. Non, surtout c'est l'expérience de la vie qu'il n'a pas. Mais c'est ça. Et même en tant que comédien ayant du métier, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver comme un enfant qui sait rien. Et de pas revendiquer ce que je sais. D'arriver nu. Tu viens nu. Les choses que tu as en toi, elles viendront d'elles-mêmes, elles te serviront puisque tu les as quelque part dans ta mémoire, dans ta peau, dans les trucs que tu as vécus, ça sortira. Mais c'est d'arriver nu pour être disponible, attentif et savoir écouter. Et je vais te dire, en photo, c'est la même chose. Il y a deux façons de photographier. Il y a d'arriver en disant « j'éclaire comme ça, tourne ta tête, c'est comme ça que tu es bien, etc. » Non. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse, ma vision. Surtout la photo de c'est rue. Que la photo oublie, c'est que la personne oublie que je la photographie. Voilà, oui. C'est de la mettre en confiance pour qu'elle oublie que j'ai un appareil. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai des appareils très discrets. Des appareils qui ne se voient pas et les gens ne savent pas que je prends des photos la plupart du temps. Quand je vais prendre des photos, même pour des copains au théâtre, je ne leur dis pas. Et puis, premièrement, ils n'ont pas vu que je les ai pris en photo. Oui, tu m'as pris une fois, on travaillait ensemble, ouais, et tu m'as pris de la cabine. Il est coquin. Et si tu veux, c'est cette forme d'écoute. Et cette forme d'écoute, tu ne peux l'avoir que si tu enlèves le costume que tu peux être créé, qui peut être d'une certaine façon être une barrière. Si tu enlèves les barrières et que tu te présentes tout nu comme un nouveau-né, bah, tu es prêt à tout recevoir, sans trop d'a priori. Et tout ce que tu as reçu, tu l'engranges, voilà, ça fertilise ton sol. Pour ça que je te faisais la comparaison avec un paysan qui travaille sa terre. Ben c'est ça, il fertilise son sol pour que le sol donne quelque chose. Comment il fait pour le fertiliser? Les mains, la pioche, la pelle, l'arrosage. Eh bien... Ça, c'est profond, donc vaste, hein. je laisse ça reposer tranquillement. J'ai une question très sérieuse. Aïe. Et très pointue. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu étais distribué au brushing? Parce que Dirk Benedict et Jan Michael Vincent avaient des touffes impressionnantes.
Ah oui, oh non, du tout. À l'époque, ils Ah ouais, donnaient ah ouais, que des tiens. personnages avec Oui, c'est des... vrai, qui oui, étaient- c'est vrai, t'as raison. qui étaient, C'est vrai que Futé, il avait la coiffure. Mais- Non, non, non. D'ailleurs, moi, j'ai jamais. J'avais une bonne tignasse, j'avais des cheveux assez épais et fournis par rapport à maintenant, tu vois. Mais j'étais un peu coiffé comme le. Parfois, les comme, DA comment manquent on dit, de... coiffé comme. Avec une poignée de pétard. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai jamais cherché. Moi, mon truc, c'est ça, quoi. Hein, tu vois. Parce que les DA, parfois... Alors manquent- j'avais les cheveux beaucoup plus longs. Hein. Toi J'avais aussi. des cheveux plus longs, mais c'était coiffé. Tu vois, des photos de moi, il y avait pas l'arrêt au milieu. T'avais pas Non. les cheveux au vent des Non, années j'avais- 80? Non. Oh. Non. J'avais les cheveux longs. Je les ai eu longs pendant longtemps. Long mulet ou long... Non, long. Partout. Long. Ça dépassait pas ça, quoi. Long de ma génération, mais ça restait acceptable, quoi. C'était une petite façon d'être contre la famille, tu sais, qui aime bien. Alors maintenant, Oui. je l'ai fait très court, Oui, parce que comme il n'y en a plus beaucoup, je me dis, bon, t'inquiète pas, je suis passé par cette phase aussi. sinon ils vont être plaqués, ça va être lamentable. J'ai dit, allez, maintenant, on y va, on rase court. Je suis plus emmerdé, je peux mettre un bonnet, une casquette, ça n'a pas d'importance. Je suis coiffé comme l'as de pique, je ne sais pas si c'est ça l'expression. Mais... Si. C'est l'avantage avec l'âge, c'est qu'on s'en fiche de tout. Complètement. Et oui, du coup, parce que ce qui est marrant, c'est que on avait l'impression, j'avais l'impression qu'on distribuait que sur des gens beaux, clean, très propres sur eux. Ben non, justement, c'est pour ça que je te dis, et c'est ça qui m'a plu dans le doublage, c'est que tout d'un coup, on me distribuait sur des choses parce qu'on savait que vocalement, je rentrerais dedans, Ouais. Et que j'étais pas malhabile au départ. T'étais même plutôt très habile, on peut aller. Je me débrouillais. Après, Allez. je suis devenu plus habile à force d'en faire. C'est comme tout. Au piano, au départ, tu fais quand même do, ré, mi, et tu as du mal à passer le pouce sous le troisième doigt. Même pour quand faire- t'as des super profs, Mais comme quand tu as les des très bons Janik profs, et les voilà, comme ça, Panturel que et- tu vois comment ils font, que tu vois qu'ils montent à l'image et qui t'apprennent, tu dis... je veux T'apprends faire vitesse comme eux. grand V. T'apprends vite, voilà. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, la distribution, elle se faisait uniquement parce que le timbre de voix, le directeur artistique se disait, ben oui, ça collera. Et puis comme il m'avait fait 2-3 essais, ils avaient vu que je me débrouillais bien, que j'étais, entre guillemets, habile pour faire le singe. Le singe. Ils m'ont distribué, mais justement sur des rôles qui n'avaient rien à voir avec mon physique. Puisque Ok. je t'ai cité au début, Yvan Rebroff, je me suis dit, mais il est fou. Hein, et le jeune dans Lagon Bleu, mais il est fou. Et quand il m'a... Bon, parmi les très très grands films que j'adore et dont je peux parler, c'est L'Empereur de Chine. Ouais. Physiquement, je n'étais pas du tout le personnage. John Lone, qui fait L'Empereur de Chine, que donc j'ai doublé, bah, c'était pas moi, ni physiquement, ni dans la voix. Et en plus, il fallait trouver un accent. Sans Une couleur sans vouloir... une couleur, Ouais. sans donner Je vois. la couleur. Sans donner Exagérée, tu sans vois, aller parce dans que la je peux le faire. caricature. Ça, il y a des accents que je sais bien prendre. Je sais prendre l'accent marseillais parce que j'ai vécu à Marseille. Je sais prendre l'accent africain parce que j'ai vécu en Afrique. Je sais prendre l'accent arabe parce que j'ai vécu au Maroc. Bon, et puis il y a des accents où j'ai plus de mal. Là, le chinois, il a fallu que je trouve quelque chose. C'est pareil, tu fais ta cuisine. Ouais. Mais j'ai adoré. Cuisine chinoise, bien sûr. Donc du riz Si, cantonné. ah bah évidemment, avec des baguettes. Donc il faut trouver quelque chose. Mais j'ai adoré parce que je me dis, voilà, là on me donne un personnage qu'on m'aurait pas donné à tourner. Bien sûr. Et j'étais pas ça à faire physiquement puisque j'avais, voilà. Est-ce que c'est pas ça, Écoutez, finalement, jeune qui t'a premier. séduit Et plus donc, qu'autre chose, la mais liberté au exactement. doublage? C'est cette liberté dans le doublage que je me suis dit, mais c'est pas du tout secondaire. C'est un aspect du métier qui est passionnant, enrichissant et très riche de découvertes et de remises en cause à chaque fois. Parce que tu rentres pas dans des chaussons, il faut trouver le... Pas remise en cause professionnelle, pas... est-ce que Non, remise en cause de ce que tu es capable de faire. Donc d'aller chercher des choses, de te remettre en question. Là, il a fallu que je trouve pour ce personnage, au même titre que je l'ai fait pour Jackie Chan, que j'ai beaucoup doublé, dans Shanghai Kid et tout. Oui, Et, de nouveau, j'ai trouvé quelque chose qui lui corresponde, qui est... On se dit, il n'est pas français. Oui. Tu vois. Et Ouais, dans oui. L'Empereur de Chine, c'est pareil. La fameuse couleur. On dit, il a bien appris, il parle très très bien le français, mais on sent qu'il ne l'est pas.
c'est la différence entre quelqu'un qui a vraiment un accent. Moi, je peux te réciter les fables de La Fontaine en créole ivoirien, avec l'accent de l'Afrique noire. C'est un truc qu'on m'a demandé à la radio. On ne le ferait plus aujourd'hui. Oh là là. On n'aurait plus le droit. On serait Mais c'était merveilleux. cancel, comme on dit aujourd'hui. La cigale et la fourmi. Ah ouais. Aujourd'hui, on ne pourrait plus. Bah non. Il y a dans un pays là-bas une petite bête, on appelle lui les cigales. Bête façon comme mouche qui chantait tout le temps pendant que les autres ils sont travaillés. Aujourd'hui, on ne te permettrait pas de faire ça. Bien sûr que non. Et pourtant, c'est mon téléphone. Ça y est. Tu permets Bien sûr. Que je... Fais ta cuisine. Aujourd'hui, on ne te permettrait pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est idiot, parce que ce n'est pas une moquerie. C'est leur façon de parler. Et ils sont comme ça en Afrique, pour avoir vécu avec eux. Quand j'ai vécu à Marseille, les Marseillais, moi j'avais un peu l'accent, mais ils disaient volontiers, à Paris on parle pointu. Ouais. Tu vois ? Quand j'étais petit et que j'étais au Maroc, je venais passer mes vacances en France et j'allais en Bretagne. Quand j'arrivais, j'avais une pointe d'accent pied noir, dirons-nous. J'ai une façon de prononcer certains mots. On voyait, bon, en l'espace de même pas une semaine, j'avais l'accent breton. Parce que mon meilleur ami de l'époque était le fils du garde, avec qui j'allais dans les champs, dans les bois, on gardait les vaches, on allait à la pêche, etc. Et j'étais tout le temps chez eux. Et j'entendais une musique et je me mettais. Oui, la musicalité dans la tête. Dans leur façon de parler. Ouais. C'était pas une caricature, c'était pas une imitation pour me moquer d'eux, c'était parce que je me sentais... C'était une adaptation. C'était une adaptation, exactement, et je me sentais comme eux. Et du coup, me voyant parler comme ça, pour eux, c'était naturel. Et en Afrique, c'est pareil, avec les Noirs. Ben inconsciemment, même si tu as un langage un peu plus précieux, tu te mets à parler en chantant un peu comme eux. Ouais. Parce que ça fait partie du paysage, de la lumière, de la façon de s'exprimer. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, on montre ça du doigt, tu vois. Et donc, je te dis qu'à l'époque, il y a un réalisateur de la radio qui réalisait, il s'appelle Michel Abgral, que j'aimais beaucoup, j'ai fait pas mal de choses avec lui. Et il savait que je déconnais comme ça de temps en temps en racontant ces fables de La Fontaine, qui sont des trucs écrites par un écrivain africain, ivoirien, qui s'appelle Anoma Kagné. Tu peux le trouver. Ça s'appelle La Fontaine, parle-moi comme ça. La Fontaine, T-A-I, parle-moi comme ça. Et c'est des transcriptions des fables de La Fontaine en créole ivoirien et des contes africains. Et donc Michel, qui me voyait de temps en temps déconner, un jour il a une émission à faire sur la trance africaine. Tout tournait autour de la trance, et il m'appelle, il me dit « Guy, je veux que ce soit toi qui lise les textes ». Ben, j'ai dit « Oui, écoute, avec plaisir, je viens ». Et puis il me dit « Et puis vas-y à fond ». Comme tu vois, et on m'a laissé le faire. On ne pourrait pas aujourd'hui. Non, pourquoi ? Mais c'est d'une bêtise. Oui. C'est d'une bêtise. Bah, c'est pas... Parce que tu ne peux pas dire ce texte si tu ne le dis pas tel qu'il est écrit. Et tel qu'il est écrit, c'est écrit comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû enregistrer, c'était un documentaire sur la grotte Cosquer. Oui. Et c'était une interview de celui qui l'a découvert, donc Cosquer. Bon. Et les gens le studio qui fait appel à moi, les gens sont là, etc. Ils me demandent si je peux prendre l'accent. L'accent quoi ? Marseillais. Oui. Et là, mon premier réflexe, c'est de leur dire « Écoutez, je peux. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce que c'est un truc qui va être au musée Mucem, dans le cadre d'une projection. Ça peut prêter à... Bon. Heurter des sensibilités. Voilà, ça peut heurter des sensibilités, puisqu'aujourd'hui, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est comme ça que ça se produit. Alors, je dis, écoutez, je vais vous faire une version classique comme on fait aujourd'hui. Ouais. Et donc, je fais toute la voice-over, donc la voix de Cosquer, avec ma voix à moi, normale, et mon phrasé. Et puis, je dis, maintenant, je vais, pour vous faire plaisir, on le refait, et je vais vous le faire, ayant vécu à Marseille, avec juste une petite particularité sur certains mots qui peuvent faire penser qu'il est de là-bas et qu'il n'est pas de Paris. Et donc on le fait. Laquelle ils ont choisi ?
Eh bien, avec l'accent de Paris, avec l'accent marseillais. Alors, les bras m'en sont tombés. Ils m'ont dit ça, on m'a dit ça 2-3 mois après. Tu sais la version qu'ils ont choisie? La version... Écoute, c'est drôle. Mais tu vois, et donc là, ce n'est pas une question de couleur de peau ou de ci ou de cela. C'est une question que dans le Midi, on parle avec un certain accent. Dans le Sud-Ouest, c'est encore un peu différent. En Bretagne, c'est encore un peu différent. je sais bien. Donc pourquoi s'interdire d'avoir les ch'tis? C'est encore un peu différent. Alors, si on ne trahit pas et qu'on est dans une forme d'approche véridique du parler du coin parce qu'on le connaît et qu'on je ne dis pas qu'on le maîtrise, mais en tout cas qu'on a une certaine qu'on a connaissance. une certaine facilité ou une certaine familiarité avec cet accent, pourquoi ne pas le donner? Ça permet de situer où c'est, et en l'occurrence Cosquer, il était du Midi, c'était un plongeur du Midi. Quand il a trouvé le truc, ça le situe bien. Pourquoi? Je te dis... Quelle est la bonne voie? Pourquoi ça serait la voie de Paris? Ça, c'est du jacobinisme, si on va dans le sens politique. C'est entre les Jacobins et les Girondins. En fait, tous décident à Paris. Les gens ont peur de l'appropriation culturelle. Mais c'est idiot. C'est-à-dire que tu mimiques un accent. Non, c'est pas une mimique. Ils ont peur Parce que que tu leur mimique... voles quelque chose. Non. Je sais pas. J'essaye de... Pour moi, une mimique, c'est un côté péjoratif. C'est au contraire donner une identité à un texte, à un parler que tu ne donnes pas si tu lui donnes que la couleur de Paris, la couleur de la radio, la couleur des journalistes qui doivent parler tous pareil. Ça, c'est le standard. Alors on sort pas des rails. Ouais, non, mais c'est insupportable. Moi, ce qui me désole surtout, c'est le fait qu'on puisse même pas en parler, en fait. C'est-à-dire que là, tu voilà. vois, on est là tous les deux, Mais on en parle, c'est chouette. Mais il n'y a même pas de débat. C'est juste, non, mais voilà, mais c'est bien pour ça tu n'es pas de la région, donc tu ne parles pas comme la région, point. Mais voilà, mais c'est bien pour ça que je dis c'est du jacobinisme et du girondin, parce que tous décident à Paris. Mais non, tous ne décident pas à Paris. Le Parisien, il ne sait pas comment l'artichaut breton est cultivé en Bretagne, dans la région de Saint-Paul-de-Léon. Il y a une façon... Il ne le sait pas, parce qu'il n'en fait pas dans la région parisienne. Il va faire du maïs ou des champignons de Paris. Ou du champignon de Paris, ou on chacun sa particularité, et c'est ça l'enrichissement. Et une langue, c'est pareil. J'ai adoré, là, je t'ai parlé au point de vue photo, de ce que j'ai vécu à Madagascar, puisque je suis parti là-bas en reportage photo pendant 10-15 jours. Et le contact, on a été 3 jours dans un village de pêcheurs à vivre avec eux, sans eau, sans électricité, et adoptés par cette communauté. On était 10 photographes et on vivait avec eux. J'ai adoré, on est parti en pirogue avec eux. Et j'ai dit, mais moi je veux ramer, donnez-moi une pirogue. Ils n'en venaient pas, parce que quand même... Bah oui. Et j'ai pris la pirogue. Évidemment. Et puis du coup, je lui ai dit, allez, on va faire sans cadence. Hein. Alors j'ai dit, bon, moi c'est 1, 2, 3, 4, commencez en malgache. Alors il m'a appris les premiers mots en malgache. Et du coup, c'est moi qui donnais la cadence. C'était drôle. Rei, Rua, Telo, Ufatra, Five. C'est rugueux. Et on suivait, tu vois. Ouais, c'était extraordinaire. Ça me rappelle du maori, on dirait du maori. Je le faisais avec mon accent parisien et tout, mais ils adoraient. Mais c'est-à-dire que c'est une façon de partager. Où c'est fait dans le respect, mais voilà. dans l'objectif de communiquer, de rapprocher. Exactement. De rapprocher, pas de diviser. On est là, en fait. Voilà. Je pense alors que justement, ce côté tout pareil, on veut faire du standard. Et de toute façon... Mais surtout, on cloisonne. Et c'est ça que je trouve triste, si tu veux, même on est des humains, on est tous pareils. Dans la technicité actuelle, qui est quelque chose qui nous emprisonne. En même temps, est un outil extraordinaire, l'iPhone, l'ordinateur, etc. Mais en même temps, ça nous emprisonne dans une façon d'être, de faire, de savoir. Moi, j'ai sans arrêt... Et je passe mon temps à revenir au crayon et au papier pour être libéré de ce truc, de cet écran. Pour la photographie, je me suis mis pendant 1 an sur Facebook parce que ça, j'avais jamais voulu. Et puis on m'a conseillé, on m'a dit, tu sais, c'est important les réseaux sociaux, pour les expos, pour ci, pour ça. Alors je l'ai fait. Et puis je me suis aperçu que non... ça n'avait aucun intérêt, que je perdais mon temps à regarder sur Facebook, et puis du coup j'étais distrait par des trucs qui me sortaient de mes passions et des choses que j'aime faire, et donc je suis sorti. J'ai quitté Facebook il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, j'en veux plus. J'ai gardé Instagram pour publier de temps en temps une photo, pour partager et pour pouvoir
C'est quoi ton compte Instagram? Bon, tu tapes mon nom. Ok, Guy Chapelier. Et voilà. Parce qu'à l'époque, on m'a demandé de faire un site. À la première exposition que j'ai faite, on m'a demandé de faire un site. Alors, j'ai demandé à une amie de me faire un site, Sauvane Dolanoé, pour ne pas la nommer, qui m'a fait un truc formidable. Très, 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 très gentiment. C'est très, très bien ce qu'elle a fait. Magnifique. Et c'est elle qui m'a conseillé, si, il faut que tu te mettes sur Facebook, tu verras, ça va t'ouvrir. Bon. J'ai abandonné Facebook. Bon, au moins, tu as essayé. J'ai essayé. J'ai gardé Instagram pour pouvoir partager quelques petites choses, et notamment là, à l'occasion de la sortie du truc que je t'ai envoyé aujourd'hui même, d'ailleurs. Oui. Je l'ai posté sur Instagram, justement, pour montrer qu'on... Ça aide à communiquer sur ce que tu fais. Communiquer sur ce que je fais, sur ce qui peut, tu vois. Donc, c'est vrai que... Mais cet outil, quelque part, il nous enferme. On est dans un monde fermé, cloisonné, et surtout... Et c'est dommage, parce que justement... Déshumanisé. Et déshumanisé, exactement. Et ça va de pair avec cette espèce de truc qu'on doit tous être pareil, standard. Et tu vois dans la rue... Non, mais tu vois, par exemple... Je vais te donner un autre exemple de dessin que j'ai vu formidable il n'y a pas très longtemps. Vas-y. Si c'est les 9. C'est un dessin. Il y a un enfant qui est à plat ventre en train de regarder la télévision. Et à côté, il y a une petite fille qui, elle, a un livre. Et en ombre chinoise, on devine tout ce que voit l'enfant qui regarde la télévision, c'est-à-dire un rectangle. Et en ombre chinoise, la petite fille qui est en train de lire, on voit en ombre chinoise un paradis, des étoiles, des arbres, des machins. C'est-à-dire qu'en lisant, elle s'évade et elle crée un propre monde, alors que l'écran nous enferme dans un truc préfabriqué. Il y a une forme d'art aussi, de savoir faire un film, de savoir faire un podcast, une image, un podcast, etc. C'est pour ça, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut savoir s'en extraire. Et moi, à ma manière, ce que j'essaye de faire, c'est de me servir de ça comme outil, parce que j'en ai besoin pour la photo, j'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin de mon iPhone pour pouvoir communiquer, toucher les gens, leur dire, les inviter à une expo, etc. Mais en même temps, j'ai de plus en plus envie. Et puis j'aime bien écrire, j'aime bien la main, le papier, le crayon. J'aurais aimé savoir dessiner. Tiens, voilà encore un truc. Il te faudrait plusieurs vies. Plusieurs vies. Bon, pour la prochaine incarnation, alors. Un petit mot sur Code Quantum. Oui. Scott Bakula, dans le rôle de Sam Beckett. Oui. Qu'est-ce que ça t'évoque? J'ai beaucoup aimé le comédien, parce que c'est un comédien aussi très généreux. Il a fait beaucoup de choses très, très ouvertes. Et ce que j'ai aimé dans le personnage de Code Quantum, c'est que justement, avec le même physique et la même voix, il rentre dans des personnages différents. Puisque à l'image, il est. Nous, on le voit. Et quand il se voit dans la glace, tu vois, c'est quelqu'un d'autre. Bon. Ouais. Et c'est ça qu'il fallait trouver. Donc je me suis dit, c'est vachement intéressant, parce qu'il faut que j'arrive à trouver, tout en gardant ma voix, quelque chose dans chaque personnage. À un moment, il fait un vieux, à un moment, il fait un jeune, à un moment, il fait une petite fille, il fait même un singe, il fait un vieillard, il fait un musicien. Donc à chaque fois, il faut que je trouve dans le jeu quelque chose de plausible. On est d'accord, c'est toujours dans le jeu et pas dans la transformation de la voix. Dans la façon de l'habiter. Ouais. Alors, il peut y avoir des petites transformations dans la voix, ça va de soi. Je ne vais pas prendre une voix très grave quand je fais la petite fille. Je vais essayer de l'alléger, je vais essayer de trouver en moi mon côté petite fille. On a tous à un moment des trucs bizarres. Tu vois, se servir de ça. Donc ça, j'ai adoré. C'est une série que j'ai adorée pour ça. Parce qu'elle était à la fois très surprenante à chaque fois, toi, quand il arrive et qu'il fait « Oh boy !» « Oh bravo !» Oui. Et qui ne sait pas. À quelle sauce il va être mangé. À quelle sauce il va être mangé, ouais. Et qu'est-ce qu'il va falloir qu'il résolve. C'est un enchantement par rapport à d'autres séries qui sont un petit peu faites au moule, qui sont toujours... Et Scott Bakula, pour moi, bon, c'est des pantoufles, quoi. Je l'ai doublé dans tellement... presque tous ses films, donc je suis très, 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 très à l'aise, quoi. À l'aise et attaché en même temps. Et très attaché, ouais, très attaché, parce que j'aime bien le personnage, j'aime bien ce qu'il a fait, j'aime bien tout ce qu'il a fait
en tant que comédien. Je ne connais pas bien sa vie. Je l'ai rencontré parce que quand ils sont venus pour Code Quantum, Raconte. ils sont venus à Paris. Il a fait toute une interview formidable, très très bien parlé. Ils m'ont demandé de venir. C'était FR3, je crois, qui avait fait l'interview. Et donc, on a discuté tous les deux. Ils nous ont filmés en train de discuter. Moi, avec mon anglais minable, de partager un peu avec lui. Et il a été gentil. Il m'a remercié de ce que j'avais fait parce qu'il avait écouté sa voix espagnole et sa voix allemande. Et il me dit j'aime mieux ma voix française. Bon, il n'était pas obligé. Hein, oui, bah écoute, c'était un beau gentil. compliment quand même. Bien sûr. C'était gentil. Il n'était pas obligé de le dire. Mais bon, voilà. Le personnage était très attachant, très, très professionnel, très. Et facile d'accès. Belle rencontre. Moi, c'était un comédien que j'ai bien aimé faire et que je continue à faire. J'espère qu'il va encore sortir quelque chose. Allez, pour l'éternité. Un petit mot rapide sur quelque chose qui n'a rien à voir, American Dad, parce que c'est quand même très particulier cet exercice. C'est de la folie. On parlait effectivement de que tous ces personnages qui étaient un peu propres sur Dirk Benedict, Scott Bakula, pareil, c'est pas hooligan, c'est pas non. Mais alors là, American Dad, qu'est-ce que tu as pu me surprendre? Tu fais 2 rôles à la fois, et à la fois. Quand on a fait les essais, effectivement, on m'a fait essayer 2 rôles. On m'a fait essayer le poisson rouge et l'alien. Et c'était pas sûr d'ailleurs que ceux qui faisaient le casting, dont j'étais, feraient les 2. Mais je me suis dit, il faut que je fasse 2 choses très différentes quand même. Et donc j'ai cherché. Alors en les voyant, les personnages, je me suis dit, bon, l'alien, il n'a pas de cou. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ouais. Il n'a pas de cou. Il est un peu comme comme le Bill Bokeh, ce truc. Tu vois, il n'a pas de cou. Donc il faut que je lui fasse une voix qui est là-haut, qui est au plafond. Il n'y a pas de grave, c'est dans la tête, c'est une petite voix. Par contre, le poisson rouge, il a du coffre. Ouais. Et alors, en plus, dans l'histoire, c'est un ancien Allemand qui a été transformé en poisson rouge. Donc, il faut que je vais lui donner un petit accent un peu allemand. Donc, je fais les essais et je fais les 2 personnages comme ça. Donc, je suis choisi, je fais les trucs. Et donc, je fais la série. Et là, je m'aperçois effectivement, ce que je n'avais pas forcément vu aux essais, que le personnage est complètement déjanté. C'est un fou furieux. Et donc, là, j'ai pu l'essayer. Lequel? Parce que les 2. Les 2. Oui. Les 2, parce que le poisson rouge, il est amoureux de sa maîtresse, il pense lui aussi qu'au sexe. Et l'alien, n'en parlons pas, parce que lui, il saute sur tout ce qui bouge. Et donc, je me dis, il faut y aller à fond. Et donc, j'ai eu la chance avec... et surtout maintenant, on fait toujours ça avec... c'est Emmanuel qui les dirige, Emmanuel Giacomi, qui fait le père, American Dad. On s'entend très très bien avec Emmanuel et on se laisse libre cours. Et donc là aussi, on a même été jusqu'à improviser. C'est-à-dire que moi, je vois le texte écrit, mais j'en rajoute à ma sauce. Génial. Parce que comme le personnage est complètement fou et délirant, je pouvais... Et là, ils ont accepté dans cette série même des grossièretés, tu vois. Oui. Alors, je ne me suis pas manqué d'en mettre quelques fois. Bon, c'est bien, ça me permet comme ça dans la vie d'en dire moins. Je me lâche. Ça exorcise. J'exorcise. Je rappelle qu'on est en 2024 et que c'est quand même extrêmement rare de pouvoir improviser son texte. Parce que souvent maintenant, ils sont validés par les clients en amont. On n'a pas le droit d'y toucher, pas de toucher une virgule. Même s'il y a des fautes d'orthographe, des fois, il ne faut pas y toucher. Bref, c'est quand même exceptionnel. Oui. Et quelquefois, je vais te dire, comme on est rompu à la discipline avec... ça fait 18 ans qu'on le fait. Avec Emmanuel. On est rompu au personnage et à la discipline. Quelquefois, on s'amuse. On y va direct. Alors, on appelle ça une technique qui s'appelle au fusil, qu'on appelle ça. Au fusil, c'est-à-dire on n'a rien vu. Voilà. On ne passe pas l'image. On dit à l'ingénieur, vas-y, enregistre. Et on regarde comme si on avait allumé le poste et qu'on regarde un film. Et là, on joue. Et évidemment, comme on a du métier avec Emmanuel, là, moi, je déchiffre les phrases à l'avance. Tu peux le faire parce que, d'une part, tu as le métier que tu as, et d'autre part, c'est un personnage que tu fais, on rappelle, depuis 18 ans. Donc, tu connais le personnage. Je connais les voix, je vais dans ma voix perchée comme je vais dans la voix grave. Bien sûr que sur les premières saisons, vous auriez jamais fait ça. Non, jamais. Voilà. Jamais. Et encore maintenant, quand on peut, on regarde quand même la scène. Ah oui. Mais de temps en temps, on se fait une petite... on se fait ce petit plaisir pour le défi, pour le challenge, et puis parce qu'en improvisant, quelquefois, on fait des trucs. On fait des trucs rares. Inattendus, bien sûr. Inattendus. Toi-même, tu te surprends. Moi, je me dis, putain, comment j'ai fait ça? Je ne suis peut-être pas capable de le refaire. J'ai été au culot, quoi. Ouais. Comme tu dis, comme les enfants qui jouent sur le tas de sable. La fraîcheur de la première prise. Mais c'est ça qui donne une vérité. Ouais.
Parce que justement, tu es sur la corde. C'est ce que je reproche quelquefois au doublage, c'est que quand les directeurs artistiques veulent trop bien faire, ils enlèvent tous les petits défauts. Mais non, c'est ces défauts qui font que c'est vivant. C'est le fait d'hésiter, c'est le fait de trébucher sur un mot, c'est le fait d'avoir pas parfaitement prononcé. Mais non, il faut... Alors, tu as la personne de TF1 qui dit « Ah là, on n'entend pas tel mot très bien. Voilà, » Mais ça. On a compris. C'est-à-dire Pourquoi vous voulez... Alors, ils font faire des retakes. Et voilà. Autrefois, il n'y avait jamais de retake. Et oui. Moi, quand j'ai commencé dans le doublage, quand il y avait un retake, c'était parce qu'on avait pété la bande. Tu vois Ou des trucs comme ça. Maintenant... Quand tu fais un truc, surtout n'importe quoi. Et n'importe quoi. Il y a tout le temps des retakes. Mais tu dis, mais pourquoi ? Non, mais c'est fou. C'est de l'autocensure, en fait. Mais oui, et puis pour faire un produit qui devient aseptisé, alors tout est prononcé. Mais non, c'est pas joué. Alors oui, je peux le faire tout prononcer. Vous aurez les syllabes, les voyelles, vous aurez même les virgules et les guillemets. Je vais vous les faire. Mais vous allez vous emmerder, mes pauvres. Il vaut mieux vous amuser. Et il faut oublier ce texte. Il faut l'oublier, il faut jouer. C'est pour ça que moi, le seul conseil que je peux donner, amusez-vous, jouez, faites-vous plaisir. C'est super. Quand vous doublez, c'est ça. Après, super. La technique, elle va venir. C'est comme les reporters, ils savent lire leur prompteur, ils ont l'habitude, ils ont du métier. On ne voit pas qu'ils lisent leur texte parce qu'ils ont l'habitude et ils l'ont chopé d'un coup d'œil rapide. C'est juste au-dessus de la caméra et les personnes ne voient rien. Et ils sont capables de le dire comme s'ils l'inventaient. Ça s'apprend. Et au passage, pour rapporter les dires d'un comédien... Qu'est-ce que je suis bavard. C'est parfait, tu es parfait. Pour rapporter les dires d'un comédien qui t'a vu à l'œuvre en direct, pour tes deux personnages, même pas tu les fais en piste, tu les fais, ils se répondent. Oui, quelquefois. Ils se parlent et tu le fais, tu passes de l'un à l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un être humain normal, on va dire un comédien normalement constitué, on ferait une première piste avec un personnage, puis on referait la même scène avec le deuxième personnage qui va lui répondre. Mais Guy passe de l'un à l'autre, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quelquefois, pas toujours. Quand c'est vraiment trop près. La hauteur de la prestation, quand même. Et quand c'est vraiment trop près. Quand j'ai le temps, que la phrase ne colle pas, mais quand ils sont tous les deux en train de se parler et que ça se mord l'un sur l'autre, là, c'est un petit peu compliqué. Je préfère faire deux pistes parce que je n'ai pas le temps, même dans ma tête, non, mais c'est phénoménal. D'attraper le truc. Mais sinon, oui, on le fait, ça. C'est étonnant. Mais on s'amuse beaucoup. Moi, j'adore. Quand je vais faire ça, je m'amuse comme un petit fou. Bon, écoute, je pourrais te garder encore pendant 3 heures, voire avec plus, plaisir. Mais malheureusement, il y a des gens qui t'attendent. Alors, en conclusion, je voudrais sincèrement te remercier pour cet échange. C'est moi qui te remercie parce que c'était un plaisir. J'en donne pas beaucoup. J'ai dû donner 3 fois des interviews dans ma vie. C'est ça, tes interviews se font très très rares. Donc voilà, merci. Mais c'est un bonheur de partager ça avec toi, Mathieu. On se connaît bien et je savais que de toute façon, tu serais ce genre d'oreille et cette qualité d'écoute. Par contre, il faudrait que tu reviennes parce que je n'ai pas posé la moitié des questions. Si tu veux, je reviendrai avec plaisir. Est-ce que c'est parce que tu te considères comme un acteur de l'ombre que tu évites la lumière ? C'est pas idiot, ça. C'est pas faux. Parce que j'aime pas me mettre en avant. Je dirais, tu vois, dans la photographie, c'est un peu la même chose. Ouais, tu te mets derrière l'objectif, mais tu n'es pas devant l'objectif. J'aime être témoin de quelque chose qui se passe. Donc en photo, c'est ça. Être témoin de quelque chose que je n'ai pas provoqué, que je n'ai pas fabriqué. Je suis capable de faire une mise en scène parce que j'ai suffisamment de métier, que je peux m'imbiber d'un texte. Qu'est-ce qui te dérange dans la mise en scène, dans ton influence vers le monde extérieur ? Dans la photo en tout cas, par exemple, ça voudrait dire que je vais construire une mise en scène. Et moi, ce que j'aime, c'est que ma photo prenne les personnages dans ce qu'ils ont de plus vrai, de plus authentique, où ils ne poseront pas. Oui. J'ai été confronté à ça avec les enfants à Madagascar, qui sont ravis parce que dès qu'ils nous voient, ils sont là. Et ils font tous ce truc insupportable, tu vois, avec la banane, le sourire. Ouais. Alors, je fais semblant de photographier. Je fais « ouais, merci ». Et puis, j'attends après qu'ils reviennent à leur jeu, où ils sont eux, où ils sont authentiques, où ils sont dans leur rapport les uns avec les autres, et où là, je peux prendre une vérité. C'est ça qui m'intéresse. Et au théâtre, c'est pareil. Je vois des comédiens qui jouent un truc. Et j'aimerais, c'est une chose que j'aurais aimé faire et que j'aimerais encore aujourd'hui, c'est diriger, mettre en scène. Pas au doublage, par contre. Tu as essayé au doublage ? Non, au doublage, je l'ai fait. On n'a pas le temps.
En tout cas, de faire le travail que j'aimerais faire. On n'a pas le temps parce que tu as un plan de travail qui est comme ça, il faut le remplir dans la journée. Tu es avec des comédiens où tu te dis, lui, je ne peux pas lui apprendre parce qu'il lit, il n'a pas encore le métier, le recul pour. Lui, au contraire, j'ai rien à faire, je regarde, c'est comme j'écoute Serge Sauvion, c'est moi qui ai tout à apprendre, donc c'est pas parce que je dirige le plateau, je dirige rien du tout. Vas-y Serge, je t'écoute oh là là, Serge, t'es formidable, merci de m'apprendre tout ça. On n'a pas le temps. Au théâtre, tu as le temps parce que tu répètes. Je voyais une interview de Al Pacino il n'y a pas longtemps, qui jouait dans Le Roi Lear, et qui dit, les répétitions, rehearsals, et qui dit, dans Le Roi Lear, à la 84e représentation, quand je suis rentré, j'ai fait « Ah, ça y est ». À la 84e, Al Pacino. J'ai compris le personnage. Ça y est, je suis le personnage, là. D'accord. Donc, t'imagines que 83 fois, il est rentré en ayant des doutes, en cherchant. Mais c'est ça qui fait notre richesse et qui est intéressant. C'est pas d'arriver en matamore, en pérorant, ou en étant sûr de soi. C'est en ayant nos doutes, en cherchant comment je peux l'améliorer, comment je peux le grandir, comment je peux, au contraire, le rendre plus méchant, comment je peux... C'est ça qui est beau. Et c'est pour ça qu'on vivre, c'est pour ça qu'on rature, c'est pour ça qu'on refait. L'écrivain, c'est pareil, il rature, parce que la phrase... Moi, j'adore écrire aussi. Voilà, encore un truc. Parce que ça vient facilement. Mais je refais, je coche. Non, c'est pas le bon bout. Mais parce que c'est ça qui est beau. Si on écrit au moule, ça n'a aucun intérêt. Stephen King, c'est Stephen King. Non, c'est... J'ai pas répondu à ta question, j'ai l'impression. Quelle était ta question déjà du début? T'as un peu répondu, si. T'inquiète pas. C'est oui, la lumière est longue. Brandon Sanderson est un écrivain américain qui dit qu'il y a deux types d'écrivains. Il y a les architectes et les jardiniers. Oui, moi je suis jardinier. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Je suis jardinier. J'aurais pas la lumière, pourquoi? Voilà, j'aurais pas aimé être une vedette. Alors évidemment, être une vedette, c'est formidable. Il y a ton nom partout, t'es connu. T'aimes pas qu'on te dise que t'es grand, beau et fort ou... Je suis pas grand, beau et fort. D'abord, je suis pas grand. Je suis moyen, je fais ma taille, 1m78. Beau, bon, plus maintenant. Hein. J'ai été quand j'étais jeune, ouais, j'avais une belle gueule. C'est d'ailleurs pour ça que je suis tombé là-dedans. Fort, non, j'ai jamais été très fort. Habile, peut-être. Même dans les différents sports que je faisais, j'avais une forme d'habileté. L'ego des comédiens, il est où alors? Mais j'ai pas d'ego. J'aime entrer dans un personnage pour ne pas être moi. Pour sortir de moi. Pour être une vedette, c'est être à la lumière. C'est donc jouer un jeu, le jeu de la vedette. J'aurais pas aimé faire ça. J'aurais pas aimé être une vedette. J'aurais pas aimé être reconnu partout. Je préfère qu'on ne me reconnaisse pas. Et je suis très surpris quand on me reconnaît par la voix, par exemple. Là, je me dis, ça m'est arrivé. Je me souviens avoir enregistré comme ça un truc. Et on enregistre et puis je vois l'ingénieur du son qui fait... Tu sais, qui me regarde comme ça. Oui. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dû faire une connerie, j'ai dû mal prononcer. Tu sais... Mais c'est vous qui avez fait oui. Code Quantum? Je dis oui. Tu vois, genre, bon, et ça m'est arrivé une fois, je me souviens, 20 ans après, je vais au Puce, comme j'allais de temps en temps pour acheter des vieux meubles ou n'importe quoi, et puis j'entends une voix de femme qui fait « Oh, Laurent de Saint-Arnaud !» C'était un personnage que j'avais tourné dans une série qui s'appelait Valérie, François Dupont-Midi, et c'était le nom du personnage. 20 ans après, je me disais, mon Dieu... Les œuvres restent. Ça prouve que cette dame a été touchée par ce personnage au point de me reconnaître. Je dis, mais j'aimerais pas qu'on me reconnaisse. Moi, si tu veux, ce que j'aime, par exemple, en doublage, c'est qu'on ne me reconnaisse pas. Qu'on se dise, mais qui a fait ça? Pour toi, c'est ça, la mission accomplie? Oui. Moi, mission accomplie si on ne me reconnaît pas. Un jour, Jacqueline Cohen, sur un film, pose comme ça une question en disant, mais qui a fait ce personnage? Et j'étais sur le plateau au moment où elle dit ça. C'est pas moi. J'ai rien dit. Mais j'étais ravi, parce qu'elle, qui est du métier, qui a fait ce personnage? J'ai dit, bon, là, j'ai réussi, parce qu'elle ne m'a pas reconnu. C'est un personnage complètement fou, je ne sais plus comment s'appelait le film.
personnage montait sur était déguisé en femme, montait sur une table, une chaise, il dansait, c'était complètement lourd. C'est Tootsie ? Non, c'était pas Tootsie, mais c'était bon. Et il avait fallu que je lâche les chevaux, là, que Oui. je remplisse le personnage. Donc forcément, tu y vas. Ouais. Et voilà. Pour moi, c'est réussi quand on me dit « on t'a pas reconnu ». Ah ouais. Quand on me reconnaît, ça veut dire qu'on reconnaît des intonations que je peux avoir. Elles peuvent être bonnes, elles ne sont pas forcément mauvaises, mais pour moi, chaque personnage, étant un personnage à part entière, est censé avoir ses intonations à lui. Donc, si j'impose les miennes, je ne suis pas à son service. Donc, il faut que quelque part, j'essaye d'être le plus à son service en n'imposant pas Guy Chapelier, entre guillemets, qui n'est rien. Je ne suis qu'un prêtre-voix. Et pareil au théâtre. Ce qui est merveilleux, c'est de rentrer en scène et qu'à la limite, les gens ne sachent pas qui tu es. J'ai eu ça une fois avec un comédien, Max von Sydow. Oh oui. Je vois un film, Pelé le Conquérant. Mhm. Et comme je suis très attentif, parce que j'ai une formation technique sur la photo, la caméra, etc., tu vois, je vois le truc, puis je me dis, oh là là, le pêcheur, là, au bord de l'eau, il est incroyable. Ça a commencé par une espèce de travelling, de caméra qui est sur une Luma, tu sais qui. Ouais. Et puis qui filme le truc, puis ce mec, il a une gueule, et puis il fait des trucs, puis je dis, mais où ils ont trouvé un pêcheur comme ça? Et j'ai mis 10 minutes à me rendre compte que c'était Max von Sydow. Pourtant, il passe pas inaperçu. Hein. Et pourtant, c'est une vedette, c'est un Ouais. grand. Mais voilà, c'est un grand qui, justement, a disparu derrière le personnage. Mon Pour comédien. donner vie au personnage, pas donner vie Bien à sûr. Max von Sydow. Bien sûr. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner vie à Sam Beckett, pas à Guy Chapelier. Mhm. Ça n'a aucun intérêt. Mon- Donc, tu vois, c'est le côté ombre. Donc, pour répondre à ta première question, c'était ça. Ouais. J'aime mieux être dans l'ombre. Parce que dans l'ombre, ça me permet d'aller chercher des choses qu'à la lumière, tu ne peux pas chercher parce que tu es mis en lumière. Et j'ai pas forcément envie d'être mis en lumière. D'accord. C'est Écoute, pas mon truc. en parlant du caméléon, il y en a un que tu as dû faire une fois ou deux, je crois, qui est Gary Oldman. Oui, je l'ai qui fait. est Je l'ai doublé, oui. maître du caméléon, en fin de compte. Oui, et ben voilà. C'est incroyable. ce Exactement. qu'il fait. C'est un exemple pour moi. Ouais. Gary Oldman, oui. Ouais, génial. Pour terminer, voilà, je suis tellement ému, tu vois, je n'arrive plus à parler. Pourrais-tu me faire un petit à bravo? Oh, oh bravo. Mais avec la voix que j'ai qui est complètement cassée, c'est un peu... Oh, bravo. Et au départ, tu sais qu'au départ, les premiers textes, ils nous avaient mis « Oh mon Dieu ». Puis D'accord. après, ils ont mis autre chose. Puis après... Ouais. Et puis alors là, on a dit à Jean-Pierre... à l'époque, Bah non, c'est une signature. Faut que ce Jean-Pierre, soit. c'est une signature, il faut que ce soit toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur « Oh boy » ? Alors on cherchait, puis c'est tombé comme ça, tu sais, comme ça nous tombe du ciel. « Oh bravo ». Je dis, ah ben, ça colle pile, « Oh boy ». Ah oui. Il y a la labiale, il y a tout. Bien sûr. Et puis, oh bravo. Et voilà. C'est né comme ça. Voilà. La légende. Mais, Comment on écrit mais une voilà, légende. merci le ciel qui nous envoie ça parce que c'est pas mon intelligence, c'est Inspiration du moment. c'est l'inspiration du moment qui fait que quand on improvise quelquefois, voilà, on est béni, on reçoit des trucs qui sortent et qui nous appartiennent pas. Et j'ai ça avec le jazz, par exemple. Moi, j'adore le jazz au piano et je vois quand j'écoutais Errol Garner, je suis sur le cul fasciné parce que ce que fait ce mec-là, c'est proprement invraisemblable. Invraisemblable. À 3 ans déjà, il donne des concerts, il joue, il commence un morceau, le contrebassiste, il ne sait pas. Il attend parce que Garner, il a commencé autre chose. Et puis tout d'un coup, il arrive dans le thème, et puis... Mais c'est ça qui est bien avec le jazz, c'est qu'il y a Ouais. une espèce d'harmonie il y a qui une se forme- cherche tout le temps. Ouais, tout le temps, et puis une forme d'improvisation. Il y a un dialogue. Ouais. C'est un dialogue. Alors ça n'empêche pas la rigueur du classicisme que j'adore. Moi, j'écoute les deux, classique et jazz, et les deux me fascinent autant. J'en écoute autant l'un que l'autre. C'est pas le même travail, quoique, mais c'est Mais passionnant. toi, si tu étais un style musical, tu serais plus le jazz que le classique. Alors, honnêtement, je travaille beaucoup plus le classique. Ah ouais. Oui, je travaille beaucoup plus le classique. Je suis un fan de Debussy, donc je travaille du Debussy, du Ravel, du Bach, des choses comme ça, du Chopin. Peu de jazz, mais j'écoute énormément de jazz. Ça m'impressionne parce que je ne suis pas sûr de savoir improviser et que j'ai besoin, pour l'instant, d'une partition.
Mais j'aurais aimé savoir maîtriser justement des accords, tu vois, être capable d'harmoniser, je ne sais pas. Et j'ai écrit quelques partitions, moi, perso, mais je fais ça à la feuille, comme ça. À l'oreille. À l'oreille, et j'aurais aimé apprendre. C'est pour ça que je dis, j'aurais aimé que mes parents me bottent le cul en me disant, tu feras 1 heure de musique comme tu fais 1 heure de latin, parce que ça m'aurait servi à pouvoir harmoniser un morceau. C'est-à-dire mettre les bons accords. Là, je perds du temps à les chercher. Je finis par trouver des trucs qui sont perso, mais qui ne sont pas forcément d'une grande qualité. Oui, mais t'as ta technique à toi. C'est mon truc, voilà. Ça faut ta façon à toi d'y arriver. Mais c'est magique. Quand je les vois jouer, je me dis, oh là là. Eh oui. Voilà. Bon. Merci à toi, Mathieu. Non, Écoute, merci à toi. C'est un bonheur de partager tout ça avec toi. Écoute, je suis ravi comme tout. Allez, salut l'artiste. Je t'embrasse, ciao. Je vous embrasse tous.